Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Geek pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Kerr pour vous parler du dernier épisode, l'épisode 8 de la saison 2 d'House of the Dragon. En anglais, c'est The Queen Who Ever Was. Et j'ai envie de dire, c'est un épisode. J'ai hâte, mais j'ai hyper hâte de parler de cet épisode toute la journée. J'ai attendu. J'ai pas parlé à Kerr. Je ne sais pas ce qu'il en pense. J'ai hâte de lui dire un petit peu ce que j'ai analysé sur l'épisode, d'avoir son ressenti, d'avoir le vote en commentaire. Bref, je suis content. Salut mon cher Kerr, comment tu vas ? Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode ? Eh ben bonjour à toi mon cher Greg, bonjour à tous. Et oui, alors cet épisode final, moi j'étais intrigué par le titre déjà. Et ensuite, si vous regardez sur Max, il y a le récap des épisodes précédents et ça vous donne des indices, parce qu'il n'est pas fortuit ce récap, il vous donne des indices sur ce qui va être important dans cet épisode. Donc on voyait la triarchie, les cités libres, on voyait le côté magique d'Alice qui était évoqué, en tout cas le côté magique d'Harrenhal. On avait aussi Sir Alfred qui enfin allait arriver après avoir fait des tonnes et des tonnes de détours. Je pense que c'est le mec qui a mis le plus de temps dans l'histoire de Westeros à aller à Harrenhal, et tous les maîtres de la citadelle vont probablement écrire des bouquins sur le grand voyage, le périple de Sir Alfred. Et ensuite, s'est lancé cet épisode. Et je dois t'avouer, mon cher Greg, que ça faisait très longtemps que j'avais pas été aussi content lorsque le générique de début de House of the Dragon, et je rajoute Game of Thrones, a débuté. J'étais vraiment à fond dedans, comme à la plus belle époque de Goth. C'était bon signe. Cet épisode, il a de grandes qualités. On reprend les décors, comme toujours, les costumes, les interprètes, tout ce qui est stratégie, la mise en place de ce qui va arriver ensuite. C'est bien écrit. Alors, il y a quelques sorties de route que je vais évoquer après, quelques moments too much qui m'ont un peu étonné, mais on reste quand même dans du bon House of the Dragon, et si on élargit à du bon Goth. Déjà, j'ai évoqué le premier élément qui m'a dérangé dans l'épisode. C'est qu'il y a des scènes qui sont trop légères. La scène avec le Lannister Thaïlande qui est dans les cités libres, c'est trop léger. C'est pas Goth, c'est pas House of the Dragon, c'est un ton que je reconnais pas. Ulf m'a gavé. C'est un clown de service. On l'avait dit dans l'épisode précédent que c'était un pleutre qui allait... mais alors là, c'est un peu trop, et du coup, ça casse un peu le ton. Donc ça, ce sont des éléments qui m'ont un peu dérangé dans l'épisode. Et puis arrive la fin, où je ne peux dire qu'une seule chose sur cet épisode, c'est qu'est-ce que je suis déçu. Mais alors, qu'est-ce que je suis déçu de ce final qui est en fait plus un prologue de la saison 3 qu'un épisode final de saison 2, qui vraiment, c'est ce que j'ai mis sur Twitter, mais c'est vraiment un épisode qui est là pour, en fait, te dire « Hey mec, il faut surtout que tu restes et que tu reviennes pour la saison 3. Alors oui, elle est dans 2 ans, mais tu vas attendre. Et on va rien te donner comme biscotte à manger en attendant. Tu vas tranquillement te manger un final qui va introduire tout ce qui va arriver après, mais on va rien te montrer maintenant. Et il faut que surtout que tu reviennes en 2026 et que tu te réabonnes. C'est super important, hein. » Et ça, c'est une erreur, mais une erreur monumentale, au point où, au final, ça nuit à l'ensemble de la saison 2. Donc, on fera une critique de la saison 2 plus globale, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus. Mais le fait de mettre tout en place pour la saison 3 et de ne rien montrer dans cet épisode, ça m'a tellement déçu. J'ai tellement eu l'impression d'être pris pour un pigeon, que là, ça mériterait le plus beau des jingles pigeons qu'on fait dans le point pigeon de nos vidéos news. Là, vraiment, moi, j'ai été... Coucou voilà, coucou de chou. J'ai... énorme déception. Alors, l'épisode a de grosses qualités, c'est indéniable. Ce qu'ils y développent, c'est intéressant. Mais ça n'est pas un épisode final. Ou alors, si, ça peut être un épisode final dans un cas. C'est-à-dire que l'épisode précédent a envoyé la sauce, comme on a eu dans plein de saisons de God. Donc l'épisode 9 fera pas dingue, l'épisode 10 qui introduit la saison suivante. Ça, c'est un cas typique. Mais là, très clairement, il y a aussi un autre cas, c'est cet épisode qu'on vient de voir, et l'avant-dernier épisode d'une saison,
qui se termine en apothéose avec une bataille de Maboul. Ça se termine sur un cliffhanger, et là on est hyper hype et qu'on n'a qu'une envie, c'est de voir la saison suivante. Là on n'a pas l'épisode d'avant de ouf, alors l'épisode d'avant était très réussi, mais on n'a pas un Ned Stark, un Oberyn Martell, enfin, vous voyez le genre. On n'a pas une bataille des bâtards, etc. On n'a pas non plus d'épisode la semaine prochaine pour s'éclater. Donc, ouais, un magnifique prologue de la saison 3, un final de saison 2 complètement raté. Les intentions là, des créateurs, alors je ne sais pas si c'est les créateurs ou si c'est HBO, parce qu'il y a aussi un problème, c'est que cette saison 2, les créateurs voulaient qu'elle dure 10 épisodes. HBO a insisté pour qu'elle fasse 8 épisodes. Est-ce que dans les négociations autour de 8 à 10, enfin de 10 à 8 en l'occurrence, HBO a demandé à ce que l'épisode 8 tease de ouf la saison 3, parce que comme les audiences de la saison 1 n'avaient pas été aussi grandes qu'ils l'espéraient, ils voulaient essayer de maximiser sur le fait que il fallait insister pour que les gens reviennent pour la saison 3, je ne sais pas. Toujours est-il que je trouve que stratégiquement c'est très décevant, parce que moi je suis resté plus que jamais sur ma faim sur cet épisode-là. Mais en plus du coup, avec du recul, je me dis, mais alors du coup cette saison 2, ouais, ok. Donc non, très déçu. Et toi mon cher Greg ? Eh bien moi je suis mon cœur est divisé en deux. Le truc c'est que d'un côté cet épisode m'a donné tellement envie de vous faire des vidéos de théorie. Cet épisode, on a eu plein de choses, de reveal, de moments intéressants, de moments qui laissent la place à l'imaginaire comme God sait extraordinairement bien le faire, de création de monde comme Martin sait incroyablement bien le faire, une qualité de production exceptionnelle au niveau des décors, au niveau de la réalisation. L'armure de Daemon est oufissime à la fin. Enfin, vraiment, dans chaque détail, on sent un amour qui est apporté à cette série. Et de l'autre côté de mon cœur, je suis d'accord avec R que la construction de cette saison, à part pour des raisons de budget, de dire en fait ils n'ont pas le budget pour faire la grande session de bataille, ce qui est sans doute le cas, puisque Warner Discovery qui possède, qui a la plateforme Max, qui avait HBO, va très mal financièrement. Donc on peut supposer que du coup un sou est un sou. Mais de terminer comme ça en mode genre on fait un petit montage teasing, c'est j'étais déçu, enfin c'est vraiment hyper décevant quoi, et du coup ça n'enlève rien, les deux côtés sont là quoi, ça n'enlève rien en fait que cet épisode, j'ai pris des notes, j'ai hyper hâte de développer un petit peu tout ça avec R. Mes notes sur cet épisode sont 3 fois plus longues que l'épisode précédent, de petits trucs, de moments à regarder, et en même temps c'est vrai que cette fin est incompréhensible en fait. Dire allez salut et l'abonnement hein, 9,99€, ciao. Sauf que c'est dans 2 ans, c'est totalement absurde. Donc il y a vraiment un problème de construction quant au rythme, surtout que à titre personnel, le début de la saison, vous l'avez vu dans mes critiques, j'étais pas aussi hypé. Donc le fait de faire ça, c'est vraiment un loupé. Le mot du showrunner, juste que vous le sachiez, il expliquait que la série était ils avaient envie de montrer comme une vraie guerre médiévale, où en gros tout le monde se dit ouais, je vais te faire la guerre, et après ça prend des plombes pour aller motiver les armées, faire les armes, les déplacer, etc. C'est pas du tout l'exemple qu'il prenait, c'était pas du tout on prend d'un seul coup 3 hélicoptères de guerre et on va déposer les armées. Je comprends l'image, mais en tant que spectateur, cette fin, elle est très décevante, ça c'est sûr. Mais il y a tellement de trucs très très chouettes en fait dans cet épisode que je suis vraiment partagé. Voilà, déçu et content. Les deux, ce sont les deux mojos de la maison de la Big Mansion. Si tu permets, je vais juste rajouter 2 trucs qui m'ont marqué aujourd'hui sur mes réactions. Alors moi, quand j'ai fait mon tweet, j'avais vu absolument personne en parler, j'avais pas regardé les réseaux sociaux.
C'est le deuxième épisode le moins bien noté de House of the Dragon. Le premier, c'est le drama avec le bisou. Ouais, alors, sachant qu'il est potentiellement parti, parce que là on est au début, il est potentiellement parti pour être l'épisode le moins bien noté de toute la série. Il est à 6,8 au moment où on parle. L'épisode 4 est à 6,4. Et donc on peut imaginer qu'au fur et à mesure que les gens le regardent, la note descende et ce soit le moins bien noté de toute la série, ce qui est fortement probable. Mais là, il n'y a pas de review bombing pour des raisons sales, comme ça avait été le cas avec le bisou de Rhaenyra et Mysaria. Donc ça montre quand même qu'il y a un rejet sur cette fin d'épisode. C'est le deuxième final le moins bien noté de l'histoire de tout l'ère GOT House of the Dragon. Bien évidemment, celui qui est le moins bien noté, c'est le final de Game of Thrones, dont on vous reparlera dans une vidéo prochainement au cours du mois d'août sur la chaîne. Donc voilà, vous pouvez rester abonné comme tu l'as dit, sauf que nous c'est pas 9,99 et ça c'est cool. Et il y a un autre élément aussi, c'est que j'ai vu beaucoup de réactions de lecteurs de Fire and Blood et donc qui savent ce qui va arriver. Alors il y a, alors sans spoil, on n'a pas lu les livres, ne spoilez pas dans les commentaires pour ne pas gâcher le plaisir de ceux qui ne connaissent pas l'histoire. De toute façon, on a une personne qui modère, donc votre commentaire disparaîtra et malheureusement, on sera obligé de cacher vos commentaires. Donc voilà, respectez la communauté et vous le faites très bien, donc continuez. Dans la réaction des gens qui ont lu le bouquin, il y avait deux types. Il y avait ceux qui disaient en effet, c'est abusé. Ils auraient pu glisser, par exemple, une bataille. Bon, on sent qu'il y a des batailles qui vont arriver. Et il y a d'autres qui disaient, oui, mais dans la construction de ce qui arrive après, c'était très compliqué de mettre quelque chose maintenant, puis d'arrêter la série après, ce qui pose problème avec le fait d'être passé de 10 à 8 épisodes. Donc peut-être que les créateurs, au final, ont fait ce qu'ils ont pu, mais c'est vrai que le résultat donne vraiment l'impression qu'on a une ouverture très 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 poussé vers la saison 3 plus qu'une fin de saison 2, mais peut-être qu'aussi avec ce qui arrive ils étaient embêtés de ce que j'ai pu lire aussi du coup on peut imaginer un début certaines personnes ont dit mais alors si on suit le bouquin le début de la saison 3 va être complètement dingue pendant plein d'épisodes et comme la série est étirée sur 5 saisons on peut imaginer qu'il va y avoir beaucoup de remplissage pour que le rythme ne devienne pas complètement dingue comparé à la saison 2. Donc voilà, peut-être que ça n'était pas si simple que ça de terminer cette saison 2. Est-ce que c'est un bon move de HBO d'avoir arrêté là maintenant? D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi HBO a fait ça. On le saura probablement plus tard. Parce qu'en plus, il parle d'une saison 3 qui serait... Ouais, qui va revenir à ses standards, donc potentiellement 10 épisodes. Donc... Je suis un peu étonné. Moi j'ai une question à te poser. Attends, j'ai une question à te poser, mon cher Kerr. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup dérangé pendant cet épisode et notamment la scène dont on va forcément beaucoup vous parler. J'ai prévu pas mal de points d'analyse autour des révélations ou de la vision de Daemon. J'ai l'impression que cet épisode peut laisser comprendre un truc qui, je trouve, est vraiment problématique pour la série House of the Dragon. La série House of the Dragon, il y avait ce risque quand il y a eu le pitch du premier spin-off. Il disait, voilà, vous allez voir les aventures des Targaryens 200 ans avant Game of Thrones. Et là, il pouvait y avoir un truc stressant de dire, bah oui, mais moi, je connais la fin. Je sais qu'il y a le Mad King, je sais que c'est toujours un Targaryen qui est sur le trône, donc... cette série, est-ce que vraiment ça va m'intéresser? Je connais la fin. Et la première saison, toute cette saison 2 jusqu'à le dernier épisode, on n'a pas ce problème. On n'est jamais... on voit plein de Targaryens, on n'a pas l'impression que Game of Thrones répond. Je fais omission au fameux moment de la saison 3 où il y a quelqu'un qui dit un petit peu... où Geoffrey dit la fin de la série lors d'une tirade. Mais en gros, le truc, c'est qu'on peut avoir regardé Game of Thrones et regarder House of the Dragon sans savoir qui va réussir à gagner le trône, qui va être sur le trône à la fin. Et le truc, c'est que cet épisode...
qui en anglais donc s'appelle La reine qui fut pour toujours, qui fut pour toujours. La manière dont c'est dit, plus le rêve où Daemon voit une vision de Rhaenyra sur le trône, je vais détailler après. Mais le truc, c'est que ça laisse presque supposer qu'en fait, on sait quelle est la fin de la série, et du coup, ça retire de l'intrigue à la suite de la série. Parce qu'on voit toutes ces armées qui avancent, etc., mais on pourrait tout à fait prendre la série et la vision en se disant, bah en fait, ok, mais c'est Rhaenyra qui est à la fin sur le trône, donc il va y avoir des tribulations, mais les vers vont se faire plier. Et j'ai trouvé ça très dommage. Alors c'est tout le problème quand on a un personnage ou des personnages qui ont des pouvoirs de vision, mais dans le temps. Mais j'avais pas envie de le voir. J'avais pas envie de voir ce moment. C'était trop clair. Enfin, la manière dont c'était présenté était trop claire. Alors oui, c'est Game of Thrones, il va y avoir des rebondissements, tout ça on est d'accord. Mais je trouve que la série a mal joué avec son côté. Le spectateur va être en avance de connaissances sur les personnages. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, mon cher K? Bah, déjà, c'est pas dit que toutes les visions qu'a Daemon se réalisent. Donc, ça là-dessus, je me suis pas trop posé de questions, je t'avoue. Bah, en fait, on sait qu'elle se réalise, puisqu'il voit Daenerys, il voit les 3 dragons, il voit qu'elle devient la mère des dragons. On sait que ces visions se réalisent. Tout n'est pas obligé de se réaliser. C'est-à-dire dans les visions de Bran, tout ne se réalise pas. Il arrive à contourner et à retourner certaines situations. Ouais, mais on voit en l'occurrence que là, il y a quand même pas mal... La moitié des choses qu'on sait sont vraies. Ouais, alors après, le gros avantage de la vision de Daemon, c'est que du coup, le mec, il a en 4-5 secondes, bah, il a vu Game of Thrones. Et il n'a pas eu à attendre, il n'a pas eu les leaks, il n'a pas eu tout ça. Lui, il a eu direct toute l'histoire de Goth. C'est un peu le truc de tu te fais spoil par un tweet sur Twitter complètement random. Ouais, tu as une vision que tu n'as pas demandé et tu te fais spoil Goth. Et il devait être vénère parce que ça tombe, il voulait le lire et tout. Enfin bref. Alors il y a quand même, je voudrais rajouter 2 trucs avant de partir dans l'analyse. Première info, c'est qu'une partie de l'épisode avait leak sur TikTok et des scènes majeures de l'épisode. Donc on retombe dans la tradition de HBO d'avoir des fuites dans tous les sens. Rappelons quand même qu'il y a eu un leak tellement vénère sur la saison 7 que 6 mois avant la sortie de la saison, on avait fait une vidéo où on décortiquait le scénario de la saison 7, qu'on avait eu alors, je ne sais plus, il y a eu un épisode de la saison 1 de House of Dragon qui avait spoilé. C'était un post sur Reddit de souvenirs. Ouais, c'était un redditeur qui avait mis... quasiment tout était bon. Exactement. Quasiment tout. Et c'est assez dingue quand on revoit la vidéo qu'on avait faite à l'époque de voir à quel point tout était vrai. On avait eu 5 épisodes d'une saison entière qui étaient sortis alors que le premier épisode n'était pas encore diffusé. Et ça avait été un drame pour HBO. Donc il y a eu des fuites dans tous les sens. Un coup c'était HBO Nordique, un coup c'était HBO India qui balançait l'épisode 3-4 jours avant. Enfin, voilà, c'est une tradition. Ça continue de pauvre HBO. En tout cas, ce qui est cool, c'est que tout l'épisode n'avait pas fuité, donc ça n'a pas nuit aux audiences globales de la série, puisque je pense que du côté de Max, on était très attentifs sur les audiences que pouvait faire House of the Dragon pour que la série puisse continuer. Alors la saison 3 a déjà été signée, mais c'est vrai que s'il y a des fuites et que juste bêtes et méchants, les gens qui prennent les décisions et qui regardent aussi combien les pertes et puis potentiellement ce qu'ils peuvent gagner avec le cours de l'action d'Annie Nanner, si les audiences du final avaient été entachées parce que grosse fuite sur internet et donc les gens s'étaient rués sur ce qu'il ne faut pas faire, c'était le téléchargement illégal, ça aurait eu des conséquences peut-être négatives pour la série. Donc voilà, et le dernier élément, c'est que beaucoup ont salué sur cet épisode final, et je suis d'accord avec eux, je pense que toi aussi mon cher Greg, la qualité de la musique de Ramin Djawadi. La soundtrack de la saison 2 est sortie donc partout où il y a des soundtracks en écoute, notamment sur Spotify, et c'est là où moi j'ai un petit coup de gueule, c'est que c'est dommage, je trouve, d'attendre la fin de la saison pour sortir les morceaux. Moi j'aime beaucoup quand une série balance au compte-gouttes
les épisodes une fois que les morceaux, une fois que les épisodes sont diffusés. Là, c'est frustrant, je trouve, d'attendre la fin de la saison pour la réécouter, etc., etc. Alors que on s'immerge aussi avec la musique tout au long de la diffusion de la saison. C'est un peu dommage. Voilà, mon cher Greg. Passons à l'analyse point par point. Donc, on remet un petit peu le contexte. On a Tyland Lannister qui va à Essos, donc pour parler à la Triarchie. Qui est la Triarchie ? C'est ceux qu'on avait vus dans la saison 1 se faire combattre par les Velaryon et par Daemon, notamment avec contre le mangeur de crabes qui était un peu leur attaquant, ou en tout cas l'homme de proue sur ses attaques. Et en fait, donc, tout ce qu'a gagné les Velaryon et Daemon, eh bien, Aemon a dit à Tyland va le négocier, tu vas essayer de me les avoir en allié pour casser le blocus. C'était dit il y a 2 épisodes. Alicent avait dit c'est une très mauvaise idée, ils peuvent se retourner contre nous, ils ne sont pas de confiance et tout. Mais au final, Tyland va négocier 2 choses pour eux. La première, c'est qu'ils vont accepter, ils vont demander, pour être plus précis, d'avoir à la fois le degré de pierre, donc les Stepstones, et également donc une zone de contrôle dans la Narossie qui va leur permettre d'imposer un péage, un impôt de passage au bateau. Ce qui est une zone hyper importante parce que c'est le contact entre à la fois Essos et Westeros pour beaucoup de bateaux marchands. Donc c'est encore une fois, Aemon fait un choix qui est au détriment du petit peuple. C'est-à-dire qu'il a envie d'avoir une victoire militaire. Et on va le revoir à plusieurs moments dans cet épisode. Il veut avoir une victoire militaire coûte que coûte. Que le peuple, du coup, se retrouve à avoir tous les prix qui explosent, comme le dit Tyland dans l'épisode, ça l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est des bateaux de guerre. Et en fait, c'est dans ces moments-là où en fait la série nous dit vraiment que c'est un dirigeant ou un roi, qui n'en est pas encore un, mais un prince consort catastrophique. Prince régent catastrophique, puisque tout ce qu'il fait n'est que pour gagner et jamais pour son peuple. Ce qui va mener, à mon avis, je suis quasiment sûr que Port-Réal va se soulever à la saison prochaine. Et le truc, c'est qu'on se retrouve, donc ça c'est la base, et on se retrouve avec une dynamique pseudo-comique dont vous parlez Car juste avant, entre Loar qui est donc la capitaine de tous les vaisseaux de la Triarchie et Tyland. Et en fait, alors je vais te laisser en parler Car après, mais c'est vrai qu'ils ont voulu, donc le showrunner et la scénariste principale ont voulu mettre un peu de légèreté par moment dans la série. Donc là, clairement, ils ont voulu commencer par de la légèreté parce qu'ils savaient qu'il y en aurait plus après. Et le truc, c'est que c'est un petit peu ça passe, mais là il y a des trucs qui sont moi j'ai trouvé ça absurde, notamment quand Loar dit mais moi je ne laisserai pas quelqu'un naviguer avec moi s'il n'est pas mon meilleur sur le combat de boue. Mais donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les hommes de tous les bateaux lui ont mis des pains et lui ont cassé la tête des centaines de fois et elle est leur capitaine. Non, c'est un principe non plus. C'est un principe assez marrant quand même. Le problème de Tyland Lannister dans cette scène, c'est quand il arrive, il est aux abois en fait. Il apparaît pas comme un puissant seigneur. Ce qui est d'ailleurs un immense paradoxe avec ce qu'on a vu dans Game of Thrones et les Lannister, qui ont toujours été il n'y a pas un Lannister qui est un tocard. Et là, pour le coup, Tyland l'est un peu. Donc quand Loar lui dit qu'il faut qu'il montre un peu sa valeur, c'est parce qu'à mon avis, elle sent qu'à ce moment-là, il est aux abois et que il est clairement pas il n'a pas la stature d'un grand seigneur. Moi, ce qui m'a dérangé dans cette scène-là, c'est un élément qu'on trouve beaucoup dans l'épisode. C'est et plus que dans les autres épisodes de House of the Dragon d'ailleurs, beaucoup trop même, c'est des clins d'œil qui manquent beaucoup de raffinement à Game of Thrones. Et le fait que Loar se trompe constamment de nom en appelant Tyland Lannister, alors c'est un manque de respect et elle le fait exprès, mais qu'elle commence en l'appelant Tywin, j'ai trouvé ça tellement too much. Alors, il y aura d'autres clins d'œil à Goth dans l'épisode, on verra Daenerys, etc. Mais d'ailleurs, avant tu sais que, on en parlera après, mais au moment de la vision, je me suis dit, avant qu'on le voit, ils vont finir par nous mettre Daenerys. Donc, j'étais finalement pas si étonné que ça
de la voir. Je pensais même qu'on verrait Emilia Clarke. Mais enfin, toujours est-il que là, le coup de Tywin, c'est too much, quoi. Et j'étais pas habitué à ça. Bon, en tout cas, petit moment marrant. Après, la triarchie ont dit qu'on ne peut pas leur faire confiance. J'ai envie de dire, ils annoncent la couleur, parce que là, ils proposent direct à Thaïlande, il dit mais avec nos bateaux, si on casse le blocus, tu pourrais toi-même être le roi. Donc on sait déjà que en fait, s'ils passent le blocus, leur but n'est pas de s'arrêter au blocus, mais d'aller jusqu'à Port-Réal pour voir s'ils peuvent pas un peu piller la ville, quoi. Donc bon, des alliés avec des R guillemets. Tu veux rajouter des trucs ou on passe à la zone suivante, mon cher Car? Non, tu peux passer sur Aemon et Vagar, vas-y. Et donc ensuite, cette scène très courte de 30 secondes entre Aemon, donc on voit qu'il a utilisé Vagar pour brûler une ville. Cette ville, c'est Pointe-Vive, qui est une petite ville, qui est une ville qui est au sud de Père-Dragon, si je ne me trompe pas. Et en fait, cette ville est une des villes des personnes qui est au Conseil des Noirs. Donc on voit que comme avec l'attaque de Cole dans une des précédents épisodes, en fait, il cible à chaque fois les gens du conseil de Rhaenyra, et globalement, et c'est complètement ce que lui dit Alicent, en gros la mécanique de Aemon, c'est qu'à chaque fois qu'il est vexé, et là il a été vexé, quoi, il a dû fuir, il a dû dire à Vagar fuis, et ben en fait il veut montrer que en fait non, en fait il est très fort en faisant du mal. Et là il va carrément brûler une ville car il ne demandait rien à personne il est au conseil, mais ils n'ont pas une des grandes armées qu'on voit se lever à la fin de l'épisode. Donc en gros il va juste aller faire du mal aux gens, faire du mal à la population qu'il est, et Pointe-Vive, et il est censé la gouverner comme toutes les autres, puisqu'il dit être le prince régent et qu'il a les velléités d'être le roi. Donc on voit vraiment le caractère de Aemon comme ça. On voit que c'est un roi pourri, clairement, à la fois en termes de gestion, à la fois en termes de gestion de son peuple, en gestion des ressources de son royaume. Mais moi, ma petite remarque, elle est que j'ai dû faire des recherches pour voir que c'était, alors Pointe-Vive, c'est cité, mais que c'était quelqu'un du conseil de Rhaenyra. La série, parfois, je trouve, n'en dit pas assez. Et du coup, je trouve que parfois, House of the Dragon n'en dit peut-être pas assez. Alors, ils sont pas obligés de marquer 16h57, Pointe-Vive est en flamme, et c'est quelqu'un du conseil. Mais bon, ok, ils nous ont placé que c'était Pointe-Vive, tant mieux, mais si j'avais pas fait des recherches, j'aurais jamais su que c'était quelqu'un du conseil de Rhaenyra. Je trouve que c'est un petit peu dommage, mais bon, après, on est content de trouver ces petites anecdotes. J'enchaîne mon chacun. Non, je réagis à ce que tu viens de dire. Très souvent dans la série, mettre la carte par exemple, ça serait pas inutile. Alors pas forcément afficher la carte avec le point Waze, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais de manière un peu plus subtile, nous montrer où est le conflant, Inaner, etc. Parce que c'est vrai que ça rejoint un peu ce que tu dis, on est un peu paumé si on creuse pas un peu à côté. Et sur cette scène de Aemon qui brûle Vagar, j'étais très content quand je l'ai vu cette scène, non pas parce qu'il brûle Pointe-Vive, mais parce que c'était le plan qui m'intriguait beaucoup du trailer de l'épisode final. Et comme ça arrive dans les premières minutes de l'épisode et que c'est finalement anecdotique, alors pas si anecdotique que ça, mais je rejoins complètement ton analyse sur Aemon et tout ce qu'il fait, mais moi quand j'ai vu ça, je me suis dit donc la ville en feu qu'on voit dans le trailer, c'est pas la bataille qu'on va voir dans l'épisode et qui va être complètement dingue. J'ai tellement hâte d'être dans une demi-heure, 3/4 d'heure, ça va être fou. Voilà. Je te comprends, je me suis dit la même chose. La scène suivante, c'est la scène entre Larys et Aegon. Et donc Larys qui est un personnage hyper manipulateur, hein. Alors c'est quelqu'un qui a brûlé sa famille, qui a réussi en fait à transformer Alicent en quelqu'un qui est obligé de payer d'informations, les informations qu'il a en échange de pouvoir faire son fétichisme sexuel. Donc en fait il arrive à manipuler les gens pour obtenir exactement ce qu'il veut. Et là il est hyper, mais vraiment hyper
protecteur, au risque de sa personne, il est hyper protecteur de Aegon. C'est-à-dire que si Lord Cariol est récupéré à n'importe quel moment par un des gardes de Aemon, il est torturé, tué, et là, il va utiliser son argent personnel, de sa famille, qu'il a détourné, pour aider Aegon, en espérant que les choses se tassent et qu'un jour il revienne roi. C'est un pari qui paraît quand même très surprenant. Non, qu'est-ce que t'en penses ? Alors, il y a plusieurs points sur ça. Le premier, c'est que Larys est un personnage qui est très intelligent. Ceci dit, il est nul en histoire, parce qu'il connaît pas son histoire de France, puisqu'un roi qui s'enfuit en calèche, avec Louis XVI et Varennes, il devrait logiquement savoir que c'est potentiellement dangereux. Mais ça, mettons de côté le point histoire. Mais quand je dis qu'il est intelligent, c'est qu'en fait, il a une vraie idée. Il va pas se débarrasser d'Aegon, etc. À mon avis, il y a plusieurs points intéressants dans l'attitude de Larys. Le premier, c'est que je pense qu'il a un vrai attachement à Aegon, du fait que Aegon est infirme, etc. Comme lui, et ça on l'a vu dans l'épisode précédent. Il y a aussi un autre point, c'est que en fait il a une idée qui est une idée de génie, c'est Aegon, là il est convalescent, il ne peut rien faire, il ne peut pas faire face à Aemon, il ne peut pas faire face à Rhaenyra, il l'explique bien. Donc en fait, la meilleure des stratégies à ce moment-là, c'est le retrait, c'est de partir et de revenir, comme il le dit, en pacificateur, en rebâtisseur. Et ça, c'est une excellente idée, je trouve, de la part de Larys. Mais il mise tout, quoi. Il perd, il meurt. Il meurt, c'est un risque, mais c'est le jeu du trône de fer. Hein. Tu fais des paris, ça marche pas. Hein. Mais quelles armées il aurait De quoi ? Pour rebondir sur ce que tu dis, quelle armée, qui seraient les gardes qui lui ouvriraient les portes en fait ? Il faudrait que d'un seul coup tous les dragons tombent des deux côtés. Alors, en fait, tu n'as pas forcément besoin d'armée pour reprendre un trône. Jaehaerys, il a eu le soutien d'un seigneur, mais il a surtout bénéficié de l'impopularité du roi en place pour pouvoir reprendre son trône. Donc en fait, tu n'es pas obligé d'avoir une armée. Tu as juste besoin d'un contexte qui t'est favorable. Et Larys le redit dans l'épisode, il a quelque chose que les autres n'ont pas à Aegon, il a la légitimité d'être le roi. Donc la légitimité, elle est contestée par Rhaenyra, mais dans les faits que Rhaenyra, pour certains, a tort, pour d'autres, c'est Aegon. Donc Aegon a une légitimité, et il peut juste revenir tranquillou-bilou avec Larys à la fin quand les choses vont mal. Si Port-Réal est aux abois, si l'ensemble du royaume est aux abois, Aegon peut arriver et dire moi je vous ramène la paix les enfants, on arrête les conneries et je refais ça bien. Mais moi, il y a un truc qui m'a embêté dans cet épisode et qui fait écho à la scène avec Tywin Lannister à Essos. Et je dis Tywin bien volontairement pour l'évocation de tout à l'heure. Dans cet épisode, il y a un autre clin d'œil que j'ai trouvé hyper maladroit à Goth. C'est l'histoire de Aegon n'a plus de pénis et la référence à la saucisse, en fait. Bah, c'est complètement Théon et Roose Bolton. Et Ramsay Bolton, pardon. Et ça, encore une fois, c'est une référence. On la voit pas. Moi, je l'ai vu. J'ai trouvé ça maladroit, quoi. Et qui avait pas lieu d'être. Et Aegon, dans cette scène, je réitère ce que j'ai dit la semaine dernière, où je disais que le personnage était beaucoup plus nuancé que les grands méchants. En tout cas, nuancé, travaillé. Que les grands méchants qu'on a eu dans Goth, qui étaient Ramsay et Joffrey. Là, encore une fois, on le voit, il est détruit, il se sent inutile. Enfin, on n'a pas le Aegon dans cet épisode, encore une fois, que je craignais qu'on allait avoir dans cette saison, c'est-à-dire un Aegon hyper caricatural. Aemon a tendance à le devenir un peu plus caricatural. Aegon beaucoup moins, je trouve. Alors, deux réactions sur ce que tu dis. La première, c'est on a un peu parfois l'impression qu'on est parti sur un arc de rédemption à la Jaime. Jaime commence la série par jeter un enfant d'une tour et au final, au fur et à mesure, il devient un des fans favorites et il fait plein de trucs pour remonter dans l'estime des gens.
il commence sa saison 1, il a des bâtards, il viole, etc. Et là, on a l'impression qu'il ne lui arrive que des misères. Son fils préféré meurt, il est brûlé, son dragon est blessé. Et le truc, c'est que tout lui est retiré. Et on a un peu l'impression que la série pourrait tout à fait aller, pour aller dans ton sens, sur un arc de rédemption. Et du coup, deux points sur ça. Pourquoi fils préféré? Pour moi, c'est juste la perte d'un enfant qui le détruit, Aegon. J'ai pas le sentiment que ce soit son fils préféré. Parce que, en fait, il y a des scènes. Ouais, en fait, il y a des scènes où, en fait, il y a les deux enfants et il va toujours sur son fils. Il veut que son fils soit présent sur le trône. Et sa fille, il a beaucoup moins d'interactions, voire quasiment aucune, quand il y a des scènes avec elle. Oui, en tant qu'héritier, oui, pourquoi pas. Mais tu vois. Du coup, moi, ce que je voudrais dire, c'est que Braavos, on en entend parler là. Vous allez voir qu'on en entend parler de manière un peu détournée plus tard dans la série. Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir du Braavos sur la saison suivante de manière quasi certaine. Et à Braavos, pour petit rappel, il y a les hommes sans visage. Et les hommes sans visage, est-ce qu'on peut imaginer que peut-être s'allie avec les hommes sans pénis que Larys en fait utilise son argent pour faire disparaître une personne ou deux pour faciliter le retour d'Aegon. Vous avez compris. C'est une possibilité. En tout cas, Braavos, c'est sûr. On y va, ils y vont. Et il y a d'autres clins d'œil à Braavos plus tard dans l'épisode. Alors pour ceux qui se demandent si les hommes sans visage, donc on a vu beaucoup dans Game of Thrones, existent à ce moment-là, oui, ils existent, puisque dans une des royautés ancestrales, il y avait des différents seigneurs qui s'étaient soulevés contre les différents rois de Targaryen, et l'un de ces seigneurs est tué dans une tente par une demoiselle. Et parmi les personnes qu'on accuse d'être derrière ce meurtre, il y a clairement évoqué dans les maîtres de Fire and Blood, puisque Fire and Blood est raconté par des maîtres, ils évoquent les hommes sans visage, mais en excluant très vite l'hypothèse, puisque les hommes sans visage tuent sans... Et le but premier, c'est qu'on ne puisse pas comprendre que c'est un meurtre. Et comme là, c'est très clairement un meurtre et très clairement visible, ils excluent, mais ils les évoquent. Donc, ils existent bel et bien. Merci pour ce petit point. Et du coup, le dernier truc, c'est que il dit que son dragon est mort. Et ça m'a surpris, parce que j'ai cru comprendre à l'épisode précédent qu'il disait « Nous avons laissé le dragon blessé et il mettra longtemps avant de revenir ». Information contradictoire, j'avais compris un passage. J'avais compris que quand il parlait de dragon blessé qui mettra longtemps à revenir, il parlait du roi dragon, en fait, du roi Targaryen, donc de Aegon. Ok. Et pour finir, il arrête pas de lui donner des noms, tu sais, à Aegon, le constructeur et tout. Moi, du coup, pendant qu'il parlait, je me suis dit, ah, ça, tu sais, puis à chaque fois, il dit non, mais j'ai plus rien. Moi, je me disais, mais c'est Aegon le motivé, Aegon l'optimiste, Aegon peut-être qui deviendra l'homme sans visage, nous verrons. C'est vrai que ce serait marrant que ce soit et si il est le caractère arc tu sais de Arya où en fait il est la version estropiée de Arya et il combat Jaqen avec sa canne. Bon, là je pense que ça n'arrivera pas, mais l'idée me fait rire. Et du coup, à 14 minutes 30 et puis à plein d'autres moments de l'épisode, on voit Rhaena qui est en balade. Donc, alors, il y a plein de trucs qui moi, me vont pas du tout sur cette balade. Donc, Rhaena, elle se balade pour aller chercher un dragon. Alors déjà, les gens du Val ont mis donc la princesse la seigneur du Val leur a mis des chevaliers pour les escorter et partir à Essos. Rhaena, fausse compagnie, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que elle part elle part en courant, c'est ça que t'as dit ? Et comme il y a les autres, ah oui. Comme il y a les enfants, armure, en fait, ils peuvent pas la suivre. C'est ça ton idée ? Oui, mais il y a surtout les enfants de Rhaenyra qui sont avec qui sont sous la protection des gardes. Et on avait compris dans l'épisode que en fait les Aériers lâchaient complètement Rhaena et les enfants de Rhaenyra, ce qui n'est visiblement pas le cas. Il y a eu plusieurs commentaires dans la vidéo qui disaient que non, ils restaient bien fidèles au noir, mais que ils les envoyaient à Essos pour diverses raisons, mais que les Aériers restaient du côté de Rhaenyra. Parce qu'ils veulent pas se faire attaquer par les gardes suivent pas Rhaena. Moi
Là, moi, je suis favorable à ce qu'on parle de tout Rhaena maintenant, et je te rejoins sur... Il y a plein de trucs qui sont ridicules dans les scènes de Rhaena. La première, je peux te la dire, elle crève de soif, il y a une rivière de Maboule à côté, et c'est seulement à un moment donné qu'elle tique, elle dit « Ah, mais tiens, il y a de l'eau là !» Ah ben je vais y aller, mais en fait on entend l'eau couler à n'en plus finir, donc forcément l'eau venait en amont, en aval, enfin ça pouvait être de n'importe où, mais elle aurait pu aller à mon avis boire de l'eau hyper facilement. Les Eryés ne sont pas réputés pour être le désert le plus proche du Sahara possible, hein. Donc ça c'est le premier point qui m'a fait bugger là. Bon, du coup, de mon côté, comme je disais, c'est qu'elle s'enfuit, mais donc elle passe son épisode à errer, et la fin de la saison 2, qui nous l'a fait errer pendant 2 épisodes, c'est pas il se passe un truc avec le dragon, c'est juste qu'elle tombe dessus. Ça, quand Kerr disait oui, on est déçu, la saison 2, la fin de l'épisode tease la saison 3, je trouve que l'arc narratif qui montre le plus que c'est une blague, c'est vraiment Rhaena. Parce que elle aurait pu soit se faire bouffer, soit devenir copain comme dragon. Mais le truc, c'est que là, il se passe rien. Enfin, elle tombe face à face au dragon, il se passe rien. Et le seul truc qui est un petit easter egg ou un petit truc pour parler aux fans, c'est qu'en fait, le dragon vole des moutons. Donc tout le monde pensait que c'était le dragon sheep stealer, voleur de moutons, qui allait être là, puisque c'était... qui vole des moutons, c'est le voleur de moutons. Sauf que, alors je n'ai pas lu Fire and Blood, mais toutes les illustrations de Ship Stealer le montrent en dragon rouge, et montrent 2 autres dragons de exactement la même couleur et la même forme que le dragon qui apparaît à l'écran. Donc on peut imaginer que c'est le dragon Ghost, je retrouve mes notes, Ghost Rider. Gris-Spectre ou... En fait, il y a 3 dragons qui n'ont jamais été domptés par des dragonniers. Il y a donc Ship Stealer, donc le voleur de moutons, qui est quand même très probablement celui qui est aux Eryés, Gris-Spectre et Cannibal. Et c'est un des 3 là dans les théories qui circulent aujourd'hui, parce que j'ai fait des recherches un peu comme on en avait parlé en off, mon cher Greg, c'est que ça serait quand même Ship Stealer. Parce que verra. Du coup, par rapport aux illustrations, parce qu'il y a une des versions de Fire and Blood qui est sortie en version illustrée, où le livre a été découpé en 2, et par rapport aux illustrations, Cannibal a des grandes cornes que n'a pas ce dragon, et Ship Stealer est rouge, et Gris Spectre est vraiment à la même forme de visage que certaines illustrations. Donc à titre personnel, je mise sur Gris Spectre. La série peut prendre des libertés quant à la couleur des dragons. Donc puis il a pas le collier autour du cou comme ça avec écrit tu vois, genre si vous me trouvez, appelez George R. Martin et je suis voleur de moutons. Donc on peut pas être sûr. Mais à titre personnel, mais on en parlera dans les théories, qui serait une surprise. Dans une vidéo théorie sur la saison 3, la question c'est est-ce que Rhaena va réussir à le dompter ce dragon, hein, mais imagine, elle passe, nous en tant que spectateurs, on passe 3 épisodes à la suivre en train de partir comme ça dans la pampa pour que le dragon la bouffe. C'est pas possible. C'est pas impossible. Donc, hein? Ah, moi c'est pas impossible. Surtout qu'au final, absurde. Ça fait 3 épisodes, en fait, mais très peu de temps. Très peu de temps d'antenne. Ouais, mais en fait, on aurait investi... Enfin, tu vois, les scènes dans House of the Dragon, mais c'était pareil dans Game of Thrones, dans House of the Dragon, elles sont cher payées. Quand t'as 2 minutes et tout, c'est un moment fort. Tu vois, par exemple, toute la saison était autour... La communication était autour de Alicent et Rhaenyra. À la fin, elles ont genre 7 minutes de scène. C'est énorme. Il y a plein de personnes qui ont que 30 secondes d'interaction. Elle a eu en cumul beaucoup de temps de présence. Si c'est pour qu'elle se fasse bouffer, c'est complètement absurde. Et donc, puisque quand elle se fait bouffer, c'est complètement absurde, ça veut dire que c'est hyper téléphoné, qu'elle va avoir un dragon et qu'ils vont devenir potes. Donc je sais pas. Moi, je trouve que du coup, c'est le fait qu'il n'y ait pas de résolution, ça rend le truc encore plus absurde. Ça serait beau en tout cas qu'un personnage qui ne voulait pas de dragon, comme Rhaena, arrive à dompter un dragon qui ne voulait pas de dragonnier. Non, elle voulait des dragons. Une belle image. C'était son rêve. Mais elle a failli se faire bouffer par oui, mais elle en a pas, quoi. Elle a pas de dragon. Non, pas Fumée des mers ou Aile d'argent, je sais plus. Et c'était son rêve enfant, mais elle n'avait jamais réussi.
On enchaîne avec du coup Jace qui est face à son pire cauchemar de Ulf dans la scène suivante. Kerr disait les traits sont trop gros. Là c'est clair que les traits sont très très gros, c'est à dire que l'épisode 7, Jace dit maman qu'est-ce que tu fais, tout le monde va penser que je suis un bâtard à l'école, ils vont tous dire ouais Jace le bâtard, et là il arrive, le premier gars qu'il rencontre, Ulf, il fait ah mais t'as les cheveux noirs et tout, ah t'es un petit bâtard. Et enfin c'est terrible quoi. Là c'est vraiment télégraphé, c'est vraiment dommage. Et juste pour parler de Jace un peu au fur et à mesure sur l'épisode, Jace c'est vraiment le meilleur allié de Rhaenyra jusqu'au moment où Daemon donne les armées du conflant. Jusqu'avant, il lui amène, donc elle lui dit elle dit à tout son conseil aidez-moi machin etc. Il amène et il négocie les Stark. Il négocie un droit de passage et des armées des frais. Alors en échange de Harrenhal, ça a posé des problèmes par la suite, mais il négocie donc 2 armées, 2 factions qui deviennent des alliés armés de Rhaenyra. Elle lui dit « Ne sors plus, j'ai peur qu'un autre de mes enfants meure comme Luc. » Il ne sort plus jamais du château. Il dit pendant de nombreux épisodes qu'il adore son dragon, qu'il se sent un prince Targaryen, quoi. Il ne sort plus jamais, on ne voit plus jamais son dragon dehors. Il écoute tout ce que sa mère dit. Il est présent à toutes les scènes, tous les moments du conseil importants, il est toujours là. Et elle ne fait que ne jamais le respecter. Et quand en plus, il se retrouve dans une scène avec Ulf, qui le prend comme si c'était un palefrenier, et qui lui parle vraiment pas d'égal à égal, mais il le prend de haut. Je trouve que Jace est en train de... On montre un arc narratif de Jace où je sais involontaire, enfin je sais même pas comment ça peut être involontaire, mais où Rhaenyra lui fait vraiment subir des trucs pourris quoi, alors que c'est son meilleur allié jusqu'à la fin où Daemon se retourne. Je ne peux que être triste un petit peu pour ce personnage qui a montré qu'il essayait d'être juste, c'est vraiment le meilleur allié et il ne fait que se faire bafouer. Accessoirement, on remarquera que Hugh Marteau, pour le coup, lui, il est impeccable. Il va être... on sent l'honneur chez ce personnage à chaque scène. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette premier échange avec Uf? Sur tout ce que tu as dit sur Jack Harris, tu as dit un truc auquel j'avais pensé, c'est à Reynolds donné aux frais. C'est que forcément, ça va poser problème. Et quand on trahit une parole donnée à un frais, parfois il peut y avoir des conséquences. Voilà. Donc je veux pas vous rappeler de mauvais souvenirs douloureux, mais bon, j'espère que Jack Harris va jamais organiser un mariage avec les frais parce que ça peut mal tourner. Et pour la scène avec Ulf, je suis d'accord, il est ivre. C'est le comportement d'un poivreau qui respecte rien. Ceci étant dit, il n'a pas compris qui était Jack Harris à ce moment-là. Et quand il comprend qui est Jack Harris, il redescend quand même Ulf et il se sent très bête. Le truc qui, moi, m'a marqué sur toute cette scène-là et sur toutes les scènes avec Rhaenyra, y compris la scène du banquet qui apparaît à l'écran, c'est que... alors, Ulf est toujours décevant. Par contre, c'est clair que Hugh Marteau, il est au-dessus vraiment de tout ça. Il est rompu aux manières de la cour. C'est-à-dire, il dit Ulf n'est pas rompu aux manières de la cour, mais lui l'est vraiment. Et c'est là où je trouve qu'il y a un fossé monumental entre les deux personnages, et que si Ulf saute très vite, Hugh peut avoir un rôle dans House of the Dragon qui peut être énorme. Et c'est vraiment un personnage que j'apprécie beaucoup. Ceci étant dit, la scène, Jack Harris démonte complètement Ulf et le laisse comme un couillon sur sa chaise. Donc, tu dis qu'il redescend en fait quand il se rend compte que Jack Harris est Jack Harris. Il lui dit ah mais t'as les cheveux noirs et tout. Enfin direct il lui dit ah mais t'es vraiment un bâtard et tout alors que nous on est Targaryen aux cheveux longs. Il est ivre. L'alcool n'excuse pas tout cas.
Oui, mais là, je pense que c'est le problème de Ulf et ça revient sur pourquoi est-ce que Ulf survole Port-Réal à la fin de l'épisode précédent. C'est que il vient tout juste d'apprendre à monter Aile d'Argent et que je pense qu'il voulait retrouver ses potes de beuverie et qu'il voulait montrer qu'il avait que déjà tout ce qu'il racontait depuis le début était vrai et que en fait il est foufou, mais il est foufou imbibé. Et c'est un vrai. J'aime pas du tout le personnage de Ulf. C'est le personnage qui est le moins dans le ton de la série. Ça me plaît. Ce personnage me plaît pas du tout. Mais c'est un personnage qui pourrait. Enfin. On pourrait tout imaginer avec lui, en fait. Ils en ont fait un Joker. S'il se barre du soir au lendemain à Essos, en espérant devenir seigneur d'une petite zone et se faire empoisonner, enfin, c'est complètement possible, quoi. Le truc, c'est que si demain, en fait, les Verts lui promettent un château, je sais pas quoi, tout est possible. Ou alors, il est bête comme ses pieds. Il peut complètement vouloir à un moment, parce que quelqu'un lui a dit « Ah, t'es pas cap », tu vois, retourner une bataille pour les Noirs. Enfin, c'est vraiment un personnage, ils ont fait une carte Joker, sauf qu'effectivement, il est un petit peu trop, quoi. Il est trop là, c'est un personnage de The Office, pas de Game of Thrones. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Et donc, pour enchaîner donc, avec la scène du repas dont je commençais déjà à parler, donc c'est vrai que quand tu regardes, déjà la scène, elle tourne totalement autour de Ulf. Tu vois que les gardes commencent à prendre leur épée en disant attends, le manque de respect, il y a des fois il y a des mains qui manquent d'être coupées et en fait le truc c'est que il est pas sur un petit dragon, quoi. Il est sur Aile d'Argent, qui est une dragonne qui est hyper importante dans l'histoire des Targaryens. Donc là c'est il prend trop de place et pour passer maintenant sur les autres personnages, Hugues Marteau, lui par contre, déjà on voit que, tu vois le fameux discours de dire ah vous voyez les rois ils font des banquets, etc. Là il est à un banquet, on voit qu'il est un petit peu mal à l'aise de ça, alors que d'autres à Port-Réal meurent de faim. On voit que le premier truc qui lui fait lever les yeux, c'est il comprend qu'il va falloir qu'il aille cramer des innocents, et ça je sais pas si Hugues va le faire. Le truc c'est que on se demande vraiment s'il va demander à son dragon d'aller brûler une armée juste parce que Rhaenyra lui dit tu comprends, il faut le faire parce que ça va engendrer la paix. Je sais pas à quel point Hugues Marteau va avoir ce recul ou va pas refuser le combat. Donc on voit qu'il y a des enjeux vraiment différents. Et pour finir sur cette scène du banquet, quand Rhaenyra part parce qu'on lui dit qu'il y a un message, etc. Encore une fois, le message, quoi, comment, elle ne dit rien à Jace, qui est encore une fois son meilleur allié, et elle part avec quel dragonnier? Elle part avec Adam. Elle part pas avec Bella, elle part pas avec Jacaerys, elle part avec Adam. Donc en fait, quand tu es dans les chaussures de Jake et du coup de Bella, tu te demandes si en fait elle ne fait pas plus confiance du coup aux nouveaux venus que à eux qui l'ont soutenu pendant du coup toute la saison. Elle fait des choix très étranges. Pour moi, il y a une raison au fait qu'elle parte avec Adam et pas avec Bella ou son fils. Surtout avec Bella. Bella, c'est la fille de Daemon. Ça aurait moins de poids vis-à-vis de Daemon. Et puis, autre intérêt, c'est montrer à Daemon, chose qu'il ne sait pas, que de nouveaux dragonniers sont là et que Rhaenyra n'est plus aussi toute seule que Daemon le pensait et que Sir Alfred venait de lui dire. Donc c'est pas inintéressant. Puis comme tu l'as dit, Jacaerys, ça veut vraiment pas le mettre en danger parce que c'est son fils et elle en a déjà perdu un. 2, c'est son héritier. Et comme c'est son héritier, elle lui a déjà transmis la chanson du feu et de la glace, et que si Rhaenyra meurt, plus Jacaerys meurt, par exemple, tous les deux dans cette scène-là, il y a littéralement plus personne qui connaît la chanson, et c'est un vrai tube. Il faudrait pas que ce tube disparaisse du top 50, ça serait vraiment dommage. Et du coup passons à la scène suivante, donc qui est Corlys et Rhaenyra. En fait Corlys est une excellente main. Il lui donne que des bons conseils,
il lui parle, tu vois, Cash, il lui dit mon bateau, il est dans un meilleur état que toi. Hein. Bam il drop le mic et tout. Enfin, il lui parle vraiment franchement. Et il ne fait que lui rappeler. Elle lui dit non mais attends, t'as pas pris en compte qu'il y a 2 autres dragons. Là, t'es en train de t'endormir sur tes lauriers. Il est vraiment très bon en conseil. Et donc, on se rend compte d'autant plus que Rhaenyra, dans l'épisode précédent ou dans 2 épisodes, il y a 2 épisodes. En fait, elle va voir Mysaria. Et elle ne donne pas les informations à son conseil. Et t'as Corlys, c'est l'épisode précédent, et Corlys qui dit non mais la reine a ses raisons et tout, mais lui en tant que main il a besoin des informations pour diriger. Donc en fait cette scène elle est là pour nous rappeler que c'est une très bonne main, il a décidé en plus de montrer que son bateau il lui a changé de nom pour dire que c'est plus le serpent de mer mais que c'est la reine qui ne fut pas. Hautement symbolique hein. C'est vraiment symbolique. On sent que il a changé pas mal de choses dans ses priorités. Et moi, cette scène, je trouve qu'elle est vraiment efficace. Et elle est là pour rappeler. Il rappelle son cheveu aussi. Une fois. De quoi? Rappeler ses cheveux, la couleur. Rhaenyra fait la liste en disant oui, moi j'ai tel ou tel ou tel dragon. Et en fait, Corlys, il essaye de pondérer un peu les ardeurs ou l'enthousiasme de Rhaenyra en disant attention, vous avez oublié que Hélènia a son cheveu qui était la dragonne de Rhaena, la sœur de Jaehaerys. Donc c'est pas anodin, tu vois, ce qu'il fait, c'est très intéressant. Et il y a un truc qu'il dit dans cette scène là qui m'a fait penser que peut-être la lecture qui était la tienne d'Adam dans l'épisode précédent où tu disais que il pouvait un peu les trahir parce qu'il voulait peut-être le pouvoir. Là, Corlys, tu vois, sur le fait que quand même ce sont ses fils, il en parle pas. Et dans l'épisode précédent, par exemple, sur Adam, il l'avait juste félicité, et puis il y avait 2-3 mots et puis c'était basta. Il était très distant de lui. Et ben là, il parle de l'intégrité de son fils. Et mine de rien, je pense que c'est important. C'est un trait du personnage qu'on n'avait pas, parce que Adam était un personnage très en retrait par rapport à Alan, son frère aîné. Et là, Corlys vraiment parle d'intégrité. Donc moi, le côté Adam qui va trahir, etc., j'y crois pas, quoi. J'y crois pas du tout. Bah écoute, j'espère pas. J'espère pas. La scène suivante, on a Daemon et le balai. C'est marrant parce qu'en anglais, il s'appelle Broom. Donc je sais pas comment il s'appelle en français, mais c'est le seigneur du balai, quoi, en anglais. Et il lui propose donc de le retourner, de faire. Et on voit. Et cette scène, je trouve qu'elle sert surtout parce que bon, ok, Broom a proposé de le trahir, donc bon, il va être un peu cuit. Et on sent d'ailleurs qu'il est un petit peu tendu, qu'il a un petit peu un balai, comme on dit. Et le truc, c'est que dans la scène à la fin, mais surtout cette scène, je trouve qu'elle ne sert que à une chose, c'est de montrer que quand on est à côté des Weirwoods, quand on est à côté donc de l'arbre à visage, que du coup, c'est pas que Daemon qui est en train de triper, quoi. C'est-à-dire qu'il arrive et fait « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, on se rend compte qu'il y a ce petit élément, je trouve, et c'est là où cette scène est intéressante, c'est que juste, ils nous mettent juste une toute petite couche pour dire non, Harrenhal est vraiment magique. Alors, pour ceux qui le savent pas, parce que c'est pas dans la série, la forteresse de Harrenhal, quand elle a été créée, ils ont coupé et ils ont récupéré des arbres à visage, donc des arbres sacrés de l'ancienne religion, pour les utiliser dans la construction d'Harrenhal. Et donc c'est pour ça qu'on dit que Harrenhal est un lieu qui est à la fois maudit et à la fois un lieu magique, et puis surtout avec sa proximité avec l'œil Dieu, donc l'île qui est souvent montrée juste à côté, dont on parlera pas mal dans la suite de la vidéo. Et puisque tu parles du bois sacré, il y a un easter egg génial qui a été révélé il y a quelques jours. Un des arbres a le visage de George R. R. Martin. Donc ça c'est chouette. Et sur Sir Alfred, c'était tellement évident qu'il allait trahir Rhaenyra tout de suite, quoi. Alors que franchement il lui avait dit le contraire et tout, mais alors outre le fait qu'il met des plombes à arriver à Harrenhal, il le trahit tout de suite. D'ailleurs Daemon dit tout de suite qu'il a un cœur de traître.
Et l'autre répond oui, mais ce qui nous manque en cet instant, c'est un roi. Enfin, vraiment, Alfred, depuis qu'il est dans le conseil de Rhaenyra, il a toujours cette posture de Rhaenyra, il la trouve faible, Rhaenyra surtout n'est pas un homme, etc., etc. Je trouve que c'est un personnage qui est très décevant. Ouais. C'est c'est un personnage qui quelle utilité il va bien pouvoir avoir autre que d'être un faire-valoir, soit d'être exécuté, soit d'être du coup le larbin d'Aemon jusqu'à ce qu'il en puisse plus, je ne sais pas. 22 minutes d'épisode, on a Aemon qui parle avec son maître des lois et accessoirement donc le maître des lois qui lui rapporte que les graines targaryennes, donc c'est le nom des bâtards targaryens, sont en train d'aller en petit bateau à Père-Dragon, et là Aemon dit non mais plus de bateau, plus personne ne s'en va et tout. Et cette scène, en fait, elle nous montre deux choses. La première chose que je disais au début, que Aemon, en fait, en a rien à carrer que sa population soit en train de plus pouvoir manger. Donc là, carrément, les bateaux, qui sont un des rares trucs qu'ils peuvent faire pour récupérer de la nourriture avant la zone de blocus, en fait, donc, ils auront plus le droit de manger. Donc là, vraiment, la population, si elle ne se révolte pas très vite, je ne sais pas dont ils ont besoin. Et le deuxième point, c'est que regarde, Kerr, à quel point Aemon est seul. Il a envoyé son maître. Son maître fait tout sauf s'occuper de lui. Parce qu'il est en train d'aider. Il écoute plus parce que il dit à Orlil de droguer Aegon. Il le fait pas. Orlil essaye d'aider Aegon et tout. Il a Cole qu'il a envoyé à Pétarochnock. Il a Tyland Lannister, son maître des bateaux, qu'il a envoyé à la Tréarchie. Il a plus personne. En fait, il est dans une politique où, au début, ça a commencé, non, mais j'écoute tout le monde. Dès qu'il y a un problème, il renvoie, enfin, tout le monde se barre. Il a jamais écouté personne. Souviens-toi du conseil, du premier conseil, il nous le montrait, il écoutait un petit peu et tout. C'était, au premier point de stress, il a viré tout le monde. Oui, mais attends, il termine le premier conseil en disant on est tous d'accord, alors qu'en fait, il a donné que des ordres, il a écouté personne. Tout à fait, ouais. Donc, mais Aemon, il est pas tout seul en fait. Aemon, c'est ce que je disais depuis plusieurs épisodes. Aemon, son pouvoir et son assurance ne reposent que sur une chose, Vhagar. Point barre. S'il a pas Vhagar, il n'est plus rien. Et d'ailleurs, les seuls moments où il est fragile et où on le sent friable, c'est dans les bras de la prostituée qui l'a dépucelé. Donc c'est vraiment Vhagar la force d'Aemon. Complètement. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'est plus que ça. C'est-à-dire que là où il aurait pu compter sur les différentes familles qui sont mises à le porter, il fait que les renvoyer. Donc là, forcément, que c'est moins d'aide. Ensuite, on passe à la scène, pour justement, puisqu'on parle de Aemon, il y a la scène qui commence avec Elaena, je sais pas comment on prononce. Elenia, je crois. Elena, bon, c'est parce que le A, il y a Elenia, je crois. Il y a un I, Elenia, moi je dirais. Et donc en fait, Elena et Alicente. Donc Alicente et accessoirement, Kerr avait dit oui, j'ai une théorie, là, c'est que Alicente se retourne et tout. Et en fait, quand j'ai regardé l'épisode pour la première fois, j'y croyais pas. Jusqu'à même à la fin du moment où Rhaenyra parle avec Alicente, le ralenti sur Alicente qui marche comme ça avec sa cape verte derrière, je ne voulais pas croire à la théorie de Kerr que Alicente allait se retourner et je me suis dit que c'était un subterfuge. Ce dont on va parler maintenant, mais en fait, oui, elle veut se barrer. Enfin, en fait, quand tu regardes les différentes scènes qui approchent, elle veut se barrer. Le showrunner a dit de cette fameuse scène de l'épisode précédent où elle était dans la forêt et elle est dans l'eau, que le personnage aurait réfléchi à se suicider. Qu'elle voit un oiseau et que de cet oiseau, elle retrouve un espoir ou un message religieux. Et en fait, à titre personnel, si le showrunner n'avait pas dit et si Kerr n'avait pas fait la théorie, j'aurais vraiment pas dit qu'elle en était à ce point-là, quoi. À se foutre en l'air, à dire j'ai 2 de mes enfants que je vais sacrifier sur l'autel de la guerre.
Enfin, je ne comprends pas ce retournement. Et du coup, j'ai hâte de t'entendre en parler parce que visiblement, tu as mieux visé que moi sur ce coup-là. Parce que vraiment, l'épisode... Et du coup, je veux lier les deux scènes parce que elle dit à Aemon, je ne veux pas gagner à ce point-là. Si c'est au point que les innocents comme Elena, qui est la plus pure d'entre nous, ne soit plus qu'une coquille d'elle-même, je ne veux pas gagner comme ça. Et en fait... Elle le dit à plusieurs reprises, mais j'arrête pas de me dire qu'en fait, dans cette guerre, le plus gros enjeu là, puisqu'il va y avoir les dragons, il va y avoir les armées, c'est du positionnement. Donc si il y a que Daemon et son dragon à Arenal, pendant qu'il y a les 6 autres dragons des Noirs qui sont ailleurs, effectivement, Vhagar peut exploser Arenal et exploser Daemon. Tandis que si en fait ils sont tous, enfin donc en fait la position des dragons, l'endroit où ils sont, c'est le point le plus important. Et enfin ça m'a l'air d'être le point le plus important. Et du coup le truc c'est que le fait de dire à Rhaenyra va à tel endroit pendant que Aemon est à un autre, c'est le fait de la surprendre, c'est le seul moyen de gagner pour les Verts. Enfin, j'ai l'impression que c'est plus ou moins le seul moyen de gagner pour les Verts, comme ça, en franche stratégie, là tout de suite. Et du coup, j'ai du mal à accepter que ce soit pas une stratégie pour ne pas avoir à sacrifier ses enfants, puisque à la fin du discours contre Rhaenyra, c'est Rhaenyra lui dit mais il faut que tes fils meurent, parce qu'elle parle que de Aegon, mais Aemon va forcément tomber dans la bataille. Donc 2 sur 3 de ses fils, la moitié de ses enfants, je vois pas une mère accepter ce deal. Je l'imagine pas. Après, c'est quelqu'un qui est très religieux et tout, mais toi, Kerr, qui avait fait cette théorie, j'ai hâte d'avoir ton avis parce que j'adhère pas. Enfin, j'ai du mal à rentrer dans cet axe d'histoire. Mais en fait, Alicent, elle subit la guerre du trône comme Rhaenyra, ce qui est d'ailleurs assez cocasse, c'est que tu vois, Rhaenyra est en quête du trône parce que son père lui a donné, elle avait rien demandé, et à côté d'elle, elle a quelqu'un qui veut vraiment le trône, qui est Daemon. Alicent, c'est pareil, elle était vraiment persuadée que Viserys voulait que Aegon soit roi. Et quand elle s'en rend compte dans la saison 2 que c'était un quiproquo, là, comme on l'a dit dans la précédente vidéo, c'est trop tard. Il y a eu trop de faits, Aemon est incontrôlable, il n'y a plus rien à faire pour inverser la tendance. En tout cas, pour l'inverser dans la paix. Et c'était un peu évident dans l'épisode précédent qu'elle en pouvait plus parce que elle est trahie par tout le monde. Elle est trahie par Cole, elle est trahie par Larys, elle est trahie par Aemond. Elle perd son fils. Sa sœur, enfin sa fille, pardon, Elenia, a perdu un enfant. Elle n'a plus de nouvelles d'Otto. Elle ne sait pas si son fils d'Aeron va bien. Il y a plein d'éléments qui elle ne sait pas si son frère ne va pas mourir dans cette guerre qu'a déclenché, enfin que mène en tout cas son fils Aemon. Donc il y a plein d'éléments qui étaient pour le ras-le-bol. Et ce que je trouvais très bien dans l'épisode précédent, c'est cette scène où elle nage et où en effet on peut y voir l'idée d'un potentiel suicide, mais surtout quand elle dit je ne sais pas si je vais revenir. Peut-être que Alicent, à ce moment-là, moi je me suis dit, Alicent, peut-être qu'elle va juste se retirer, qu'elle va retourner dans son château d'origine, ou qu'elle va retrouver Rhaenyra parce que c'était son amie. Le problème, c'est que j'avais vu juste après l'épisode le trailer, et qu'on voyait Alicent dans le trailer avec Elenia à Port-Réal. Donc je savais qu'elle revenait. J'étais assez déçu. Dans cette scène-là, elle dit clairement à Alicent qu'il faut partir. Aemon se pointe, il impose encore les choses avec violence. Il dit qu'il faut à tout prix qu'Elenia monte son cheveu pour combattre. Il dit que, enfin, vraiment, il est affreux. Et Alicent, peu importe, et elle sait que son fils est incontrôlable, ou en tout cas qu'il peut être très 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 dur. Elle n'hésite pas à lui faire face et à lui mettre les 4 vérités face à lui, quoi. Elle parle de sa cruauté, elle dit pas de cette façon, etc. Tu vois, comme elle l'avait fait avec Aegon, elle a démonté Aegon, et Aegon, parce que sa mère l'avait démonté,
décide de monter sur son dragon et de partir à la bataille qui va lui coûter tant. Donc Alicent, elle n'hésite pas à s'opposer à Aegon et à Aemond. Et c'est pas étonnant, je trouve. C'est un personnage qui est loin d'être aussi diabolique que tu as pu le dire précédemment, tu vois. Moi, j'ai toujours vu beaucoup de nuances dans ce personnage-là, et j'ai surtout vu un personnage qui subissait les choses. Le trône, elle en veut pas. C'est littéralement son père qui l'a envoyé à Port-Réal, ça a été dit dans l'épisode précédent ou avant-dernier, quand elle dit à son frère, c'est toi qui l'aurais dû envoyer à Port-Réal et pas moi. Elle voulait pas être là. Elle voulait pas être dans le lit de Viserys. Elle voulait pas tout ça. Et là, c'est juste une mère qui essaye de sauver les enfants qu'elle peut encore sauver. Donc Daeron, parce qu'elle sait que c'est quelqu'un de bien, donc qu'on n'a toujours pas vu dans la série, et Elenia, parce que Elenia... Dont on a vu le dragon à la fin. Oui, on le voit, mais... Juste on le voit vraiment au loin. On le voit de loin. On le voit pas... sur Reine Bleue, Tisserion, le dragon. On peut pas faire un portrait robot de Daeron. Je sais même pas s'ils l'ont casté. Non, je sais pas non plus. À mon avis, non, et bon, on verra qui le joue. Mais Elenia, c'est quelqu'un de bien que Alicent veut vraiment sauver. Sans doute Kevin Hart, t'as un peu parlé on en reparlera plus tard de la discussion avec Rhaenyra, mais c'est cohérent avec le personnage. C'est vraiment cohérent avec le personnage. Et il y a un autre personnage qui évolue bien dans cette saison, et je pense qu'on peut en parler maintenant parce que là, c'est la scène suivante. C'est Cole. Bah vas-y, parle-nous de Cole. Bah oui, parlons de la scène de Cole parce que elle est très importante. Donc là, dans cette scène-là, on a le frère d'Alicent qui comprend que Cole a une relation avec Alicent, et Cole, il dit des choses qui sont très... De quoi ? Grâce au tissu personnel, c'est ce que tu allais dire. Oui, grâce au tissu avec lequel il essuie l'épée. Mais il dit par exemple il a vécu des trucs, elle l'a sauvé 2 fois, depuis elle est devenue mon phare. J'ai trouvé que la tournure de phrase était magnifique. Dans cette discussion là, tu vois, quand il dit l'honneur est une brume qui se dissipe le matin, il y a vraiment plein de choses de très intéressantes dans cette scène où on voit Cole qui est vraiment, en fait, Cole est ravagé par ce qui s'est passé avec Aemon et avec Rhaenys. Il dit les dragons dansent et les hommes brûlent sous leurs pattes. Ça n'est plus le même homme. Celui dont on moquait la chance, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il faisait une boulette, il avait une promotion. Et depuis la bataille avec Rhaenys, c'est un fantôme. Et dans cette scène où on a le frère qui commence par sortir l'épée, Cole est tellement touchant et tellement sincère que le frère, au final, il finit par s'asseoir à côté de Cole et très compatissant. Et cette scène, elle est réussie, je trouve. Et le personnage et c'est une des forces d'House of the Dragon, c'est que les personnages qui étaient les plus clichés, les plus insupportables, Cole était insupportable. Il tuait des gens sans le faire exprès, il éclatait la tête d'un mec sur une table, boum, il y avait une boule au milieu, il se prenait dans la tête, enfin bref. Cole, et à chaque fois qu'il faisait des boulettes avec Sir Eric et compagnie, il avait des promotions. Là, c'est plus le même homme, et c'est quand même chouette de voir une telle évolution de personnages. Il y a beaucoup de personnages dans Game of Thrones qui n'ont pas évolué. Littlefinger et Littlefinger du début à la fin. Varys et Varys du début à la fin. Ramsay Bolton, c'est encore pire. Joffrey, c'est pareil. Tu vois, il y a des personnages qui évoluent, bien évidemment. Jaime est un personnage qui évolue énormément. Daenerys, c'est un personnage qui évolue aussi. Mais tu vois, au final, Cersei, malgré ce qu'elle va vivre avec notamment Shame, elle évolue pas tant que ça. Et là, on a des personnages sur cette série qui sont vraiment très travaillés et qui évoluent beaucoup. Aegon, Cole, un petit... Là, tu trouves vraiment que Cole est devenu plus cool ? Un petit peu, ouais. Moi, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il part en mode genre ouais, la vie n'a plus de sens, nous vivons dans le rêve de quelqu'un d'autre, et le truc c'est que les scènes est très touchante, mais en fait la manière dont il part, je me dis il a plus de boussole, là il a plus de compas moral,
Il dit oui, mon épée est là pour sauver les gens. Et tout. Oui, bon, son épée, elle a servi à tuer des gens, surtout avant, qui n'avaient rien demandé. Et le truc, c'est que... et je me dis vraiment, lui, c'est quelqu'un dont le compas, s'il vit suivant les scènes, c'est les prochaines scènes qu'il va vivre qui vont le modeler. Il pourrait devenir un chevalier errant qui va aider les gens. Et l'arc de rédemption à la génie dont je parlais plus tôt. Comme il pourrait être quelqu'un qui va juste tuer, tu sais, vraiment le Reaper, qui va juste tuer sans réfléchir, gens après gens, va faire les pires exactions. On sent vraiment que il pourrait il est détruit psychologiquement et que c'est les scènes suivantes qui vont lui dire dans quelle direction partir. Je pense qu'il est détruit et il le dit dans la scène, il a un phare et c'est Alicent. Et là, aujourd'hui, il subit complètement le truc. Ce qui est d'ailleurs pas un bon élément pour c'est son phare, mais elle l'a pas écouté. Enfin, Alicent, tu as dit, il a trahi l'épisode d'avant. Non, il y a 2 épisodes. Donc c'est un phare quand ça l'arrange. Non, mais attends, il l'a trahi quand il était en position de force. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu la bataille contre Rhaenys. Tout ça, c'était avant. Le truc, c'est que il a aussi vu le vrai visage d'Aemon, etc. Enfin, ça joue forcément pour Cole. Mais là où c'est un vrai problème pour Aemon, et c'est là où c'est un énième exemple de à quel point Aemon est un très très mauvais dirigeant, outre le fait de laisser crever les habitants de Port-Réal, etc., ou de s'en prendre à un village innocent, c'est que son chef de guerre, il est tellement secoué par ce qu'a fait Aemon et par la violence des dragons qu'il va mener potentiellement une bataille majeure alors que le mec il est en burn-out total. C'est pas terrible ça. Tu veux dire qu'il aurait dû lui donner des RTT et lui dire prends ton week-end. Oui, il aurait dû mettre quelqu'un d'autre. Avec Vagar, je t'amène sur une petite île, tu vas kiffer, avec ton épée là, coupe-moi une noix de coco, tu vas être tranquillou. Ouais. Et non, il a pas pensé à faire de team building à Aemon. La scène d'après, c'est une scène qui dure 1 minute et demie avec Jess et Baela. Et c'est marrant parce que il y a eu plusieurs fois dans cette saison des scènes avec ces deux qui sont promis, qui doivent s'épouser. Et en fait, je sais pas toi, mais on ne sent aucune tension amoureuse entre les deux. Mais c'est le couple qui marche le mieux de toute la série. Ils se parlent, ils se soutiennent. En fait, c'est le couple le moins coté, mais le plus efficace actuellement dans toute la série de House of the Dragon. Elle le soutient, elle lui dit non mais il n'y a pas que tes cheveux, il n'y a pas que ton sang, il y a qui tu es comme homme et tout. Puis lui, il la soutient. C'est quand même marrant d'avoir ce couple qui a juste 1 minute et demie de normalité au milieu, tu vois, de House of Dragon où les gens ils se font exploser les saucisses par le feu. Enfin, tout est boxon et t'as 1 minute 30 de thérapie de couple. En mode genre, non mais en fait c'est comme ça que ça doit se passer les copains. Moi je trouve ça marrant. Tu veux réagir ou pas ? Je suis d'accord avec toi. Après, ils n'ont pas de raison de développer le côté intime de Bella et Jack Harris pour l'instant dans la série. Enfin, franchement, si tu suis pas vraiment à fond la série, Jack Harris et Bella, t'oublies qu'ils sont fiancés, quoi. Donc, Bella est un personnage qui est sous-exploité, mais qui est très intéressant et qui a eu une scène majeure dans la saison avec Corlys. Autre scène, c'est bien évidemment à Essos, la bataille dans la boue entre Tywin Lannister et la commandante donc de la flotte de la Triarchie, Loar. Alors bon, il n'y avait pas grand-chose à en dire. Moi, j'ai trouvé encore qu'il y avait des choses qui allaient pas dans le ton, notamment la chute finale de Tywin Lannister ou la chanson bidon lors du banquet. Elle continue d'écorcher son nom. Bon bah voilà. Donc on est sur des trucs qui sont pas folichons, mais notez une chose quand même que j'ai trouvé intéressant
c'est les cheveux bleus des personnages, qui est quelque chose qui était en fait absent quasiment tout le temps, si je dis pas de bêtises, de Game of Thrones, et qui est vraiment important parce que c'est dans les livres en fait. À Essos, il y a beaucoup de personnages qui ont des cheveux de couleur, et qui a été squeezé dans la série, mais qui était dans les bouquins de Martin. Donc je trouve ça chouette que ça le soit dans House of the Dragon. C'est une manière un petit peu de remettre, recanoniser les livres de Martin sur ce point-là. On va partir maintenant du côté donc de la scène majeure, le rêve de Daemon. Nous t'écoutons, mon cher Greg. Alors cette scène, elle commence par un truc moi qui m'a fait sourire. C'est Daemon qui ouvre un œil, il fait mais sorcière, tu dors jamais. Tu sais, c'est vraiment le mec qui se fait, il est harcelé quoi. Il mange, on lui fait faire des rêves cosmiques. Il dort, on lui fait faire des rêves cosmiques. Mais Daemon là, il a ouvert ses chakras. Il est ouvert à découvrir les possibilités du monde. Et c'est comme ça qu'Alice River l'a préparé. Et du coup, en fait, cette scène, donc on retourne à côté des Weirwoods. Alors j'ai trouvé qu'en français, les Weirwoods, on les appelle les Barals. Je ne sais pas pourquoi, mais du coup, les arbres au visage, donc il va sur l'arbre au visage, comme l'a dit Kerr, celui qui a la tête de Greux Martin, et on voit une créature qui passe très rapidement derrière, avec, on entend des sabots, et on voit des grandes cornes. Alors là, je me suis dit, ok, donc première fois qu'on voit une créature surnaturelle autre que des dragons dans House of the Dragon, donc c'est une grande première. Et là je me suis dit mais quoi, comment et tout, puis la série ne nous dit rien sur lui. Donc du coup mon cher Kerr, j'ai fait des recherches et tout, et je suis tombé sur des théories qui sont pour certaines un peu fumeuses mais très séduisantes, et une qui est à mon avis la vérité, mais bon on verra. Donc en gros le premier truc c'est que j'ai tapé corps homme, moitié chèvre, puisqu'on a vu régulièrement des chèvres. Donc j'ai tapé ça sur Google avec Game of Thrones, etc., Westeros, nanana. Et en fait, le seul truc qui tombe quand on fait ces recherches-là, c'est qu'en fait, il y a une divinité qui s'appelle la chèvre noire de Qohor, qui est une divinité qui était adorée dans la cité libre de Qohor, mais également à Braavos, et qui était donc une divinité dont on ne sait juste qu'elle a un corps de chèvre noire et qu'elle a besoin pour vivre d'avoir des sacrifices humains. Sacrifices humains, les visages, les arbres à visage avaient autant des premiers hommes des sacrifices humains, des gens qui leur donnaient du sang, pour les faire grandir et les rendre magiques. Je me suis dit, oh là là, il est en train de mélanger les mythes de Essos et de Westeros et tout, c'est trop intéressant. Après, en plus, je faisais des recherches et j'ai vu que en fait, la chèvre noire, c'est aussi l'emblème de Vago Haute, qui alors lui, donc c'est à l'époque de Game of Thrones, donc là on passe dans le futur, enfin en tout cas dans Game of Thrones, et il y a un moment Tywin Lannister donc donne Harrenhal à Vargor Haute, qui est aussi appelée la chèvre noire, et qui devient possesseur et commandant de Harrenhal. Je me dis, quand on regarde, Vargor Haute vient de Qohor. Je me dis, oh là là, mais en fait, c'est quoi? Là, j'étais vraiment un inspecteur qui avait des petits traits, qui était en train de relier, en me disant, mais en fait, c'est relié, mais tout est relié. Ouah, et en fait, tout ça, c'est possible. Mais la théorie qui paraît quand même la plus réaliste, c'est que, donc, quand on voit Harrenhal, on voit en permanence une autre île. À chaque fois, ils font exprès de nous montrer Harrenhal avec le lac et une île. Cette zone avec le lac et tout est appelée du coup l'œil Dieu, et sur cette petite île qu'on appelle l'île des faces, l'île des visages, en fait c'est la zone où les premiers hommes ont fait l'accord avec les enfants de la forêt pour faire la paix.
quand ils ont fait ça, donc c'était une zone, c'était une forêt, c'était une île qui avait de nombreux arbres à visage, d'où le fait qu'on appelle l'île des visages, et des hommes sont restés, et un clan d'hommes qui s'appelle les hommes verts, les Green Men, sont restés. C'était un ordre sacré qui avait pour mission de protéger l'île. Et ces hommes sont des personnes qui ont des corps de moitié de chèvre, des grandes cornes et ont la peau noire ou vert. Alors, on est dans la zone du mythe, donc quand on regarde, on voit que la vieille Nan avait dit qu'ils étaient comme ça, qu'il y a des maîtres qui disent que en fait non, ce sont des hommes normaux mais qui portent des casques avec des cornes et des vêtements sombres et qu'ils font semblant du coup d'être. Mais donc au final, il est assez logique d'imaginer qu'en fait, c'est tout simplement un des hommes verts de l'autre côté du lac qui est venu pour aider Daemon dans sa vision, ou en tout cas faire le lien avec les croyances des anciens hommes. Qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu mises sur la divinité de Qohor, sur les hommes verts, ou est-ce que tu as vu encore quelque chose d'autre? Non, là, sur la chèvre, je n'ai rien vu du tout. Si ce n'est qu'il avait une belle tête de bouc. Et ok, tu fais ta tête de chèvre. Donc du coup, le truc, c'est que on passe sur la vision. Ça me botte moyen. Et du coup, pour les visions, eh ben, si on les enchaîne, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces visions, le showrunner a dit à la réalisatrice quels étaient les éléments clés de la vision à avoir, et elle les a mis en images et les a mêlés. Ce qui veut dire que chaque élément que je vous listais est un élément que le showrunner a listé à la réalisatrice comme étant quelque chose qu'il voulait à tout prix dans l'épisode. D'abord, le truc, c'est que l'arbre saigne. Comme je l'ai dit, ces arbres sont issus de l'ancienne religion et ce sont des arbres qui ont eu besoin de sacrifices humains pour gagner en magie. À savoir que l'épisode précédent, Daemon a sacrifié quelqu'un pour, on va dire calmer le conseil de Tully, mais il l'a sacrifié devant les racines de cet arbre. Cet arbre saigne sur cette scène. On voit un homme aux cheveux blancs qui est pris dans des racines et qui fait effectivement très penser à la corneille. Alors, le truc, c'est que moi, la première question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est un Targaryen? Et alors, si vous ne voulez pas le savoir, bouchez-vous les oreilles, mais ce n'est pas un spoil des bouquins parce que je ne les ai pas lus, mais il est crédité, ce monsieur, tout simplement dans les crédits de la série. Donc on a son nom. Attention, dès que je baisse ma main, ça veut dire que je l'aurais dit. C'est Brynden Bloodraven Rivers. Donc, Brynden... Donc, déjà, Rivers, qui est un nom de bâtard. Exactement. C'est le même pas nom un Targaryen, mais c'est peut-être un bâtard Targaryen. Et alors, j'en sais pas plus que son nom. Hein. Et donc tout ce qu'on sait donc, de Brynden Blood Rivers, donc c'est un bâtard. Est-ce que c'est un bâtard Targaryen? Peut-être, ses cheveux... Ah, moi, de toutes les manières, maintenant, dès qu'il y a un blond, avec tous les bâtards de Targaryen qu'on a vu dans l'épisode 7, à chaque fois qu'il y a quelqu'un blond, je me dis, il est moitié Targaryen. Il est joué, pour information, par Joshua Ben Tovim, et qui est quelqu'un qui est spécialisé, donc qui est acteur, mais qui est aussi beaucoup spécialisé dans l'expression corporelle. Bon, je sais pas ce que ça va faire là-dedans, mais voilà. Il a une tache de vin en forme de corbeau, donc le gars était quand même pas mal prédestiné à être la corneille, et on voit donc le corbeau à 3 œils, la corneille. Alors, si vous savez qui est Brynden Rivers, ne le dites pas dans les commentaires, c'est important, parce que c'est un spoil majeur pour la suite, oui, c'est la corneille, c'est tout à fait la vision de la corneille. Donc, le corbeau, on passe à travers son œil, et là, on passe en vue subjective, et on a la vision d'un loup. Comment je sais que c'est la vision d'un loup? Déjà parce qu'ils l'ont dit dans le making-of, mais aussi tout simplement parce qu'on est au niveau du sol, et on entend les mêmes bruits que dans GOT quand il y avait un loup. Et celui-ci court vers les marcheurs blancs, donc... On a l'arrivée des marcheurs blancs dans House of the Dragon. On voit ensuite qu'il y a donc Daemon marche et on voit que tous les dragons autour sont morts. Donc là, on commence à connecter avec Game of Thrones parce qu'on voit qu'effectivement tous les dragons meurent lors de ces batailles. Donc on peut supposer... Donc on a vraiment l'impression que la série est en train de nous dire les choses, quoi. Elle est en train de nous dire tous les dragons vont mourir. Mais attention. Et là, Daemon est pris dans l'eau.
Donc là, on peut se poser la question d'est-ce qu'il va mourir par noyade. Alors, j'ai toute une théorie sur ça juste après, je vous en parlerai peut-être dans la vidéo théorie. Mais donc, on voit Daemon qui part en noyade, enfin en tout cas qui est projeté dans l'eau. Là, on voit les flammes d'un dragon qui se transforment en la comète rouge qui apparaît longtemps dans le futur, qui apparaît en 299. Le feu de la comète se transforme lui-même en les 3 dragons de Daenerys. Puis on voit Daenerys de dos et les 3 bébés dragons. Et ensuite, quand la vision s'arrête, enfin quand la vision change, il se trouve dans la salle du trône avec Rhaenyra en reine. Et ensuite, c'est Helaena qui lui parle et qui lui dit ce n'est qu'une histoire, tu n'es qu'un chapitre et tu connais maintenant ton rôle. Je trouve ça. Alors, ça, c'est un petit peu tous les éléments. Et ensuite, il y a un effet de montage où on a l'impression qu'Alice a laissé sa place à Helaena dans le vrai moment où Daemon parle. Et en fait, on passe à la scène suivante où Helaena clairement parle de l'avenir à Aemon. Alors, est-ce que tu veux déjà un peu réagir sur ça, Kerr, ou je te dis un petit peu ce que j'en pense? Non, vas-y. J'ai l'impression que la série est trop littérale, il nous a donné le futur en fait. Je sais qu'on en a parlé en intro, donc je ne veux pas répéter, mais le truc c'est que j'ai vraiment la sensation, comme on voit qu'il y a toute une partie de cette vision qui est réelle, on voit Daenerys, on sait que Daenerys elle est là, on sait qu'elle apparaît à peu près au moment où il y a la comète rouge. En fait, comme il y a un grand segment dont on sait, nous spectateurs de Game of Thrones, que c'est vrai, on sait qu'il n'y a plus de dragons en fait, on suppose qu'il n'y a plus de dragons parce qu'on n'en voit pas d'autres que les siens. Il y a vraiment tout un segment où je trouve ça très étrange que la série nous dise voilà, ça va être ça. J'ai presque eu l'impression pendant quelques instants d'être dans les chaussures de quelqu'un qui a lu les bouquins, qui connaît la suite, et du coup en fait c'est pas la destination, c'est vraiment le chemin qui est intéressant et puis c'est tout. C'est un truc que j'ai trouvé étonnant. Par contre, ce qui est cool, donc pour nuancer mon propos, ce qui est cool, c'est que j'ai lu uniquement du livre le premier chapitre ou les premiers chapitres sur la conquête de Aegon. Donc Aegon Ier, Aegon le Conquérant. Et j'ai l'impression que les livres n'ont absolument rien du tout sur le côté surnaturel de Game of Thrones. Et là, la vision, c'est les enfants de la forêt, c'est les hommes verts, c'est les arbres sans visage, les arbres avec visage. Et là, en fait, j'ai l'impression que la série fait un pas de côté sur le surnaturel pour nous amener. Et du coup, ça me donne envie de... Bon, déjà, il faut faire plein de théories sur la suite, mais c'est... moi, je trouve ça rafraîchissant que la série récupère un pan qu'elle n'avait pas de Game of Thrones. Je sais pas toi ce que tu en as retenu, mais j'ai trouvé ça peut-être un tout petit peu trop littéral comme vision. C'est vraiment un épisode de fin de saison, ils mettent le paquet pour nous donner envie de rester, ils nous montrent des marcheurs blancs, enfin là on a tout quoi, et à la fin en plus on a les armées, donc c'est tout pour dire abonnez-vous dans 2 ans, oubliez pas, c'est important, 9,99€. Ouais, je pense que tu es trop littéral dans la lecture de la vision, c'est-à-dire que quand Bran a ses visions, tout ne se produit pas. Il y a les personnages ont leur capacité d'agir aussi sur ce qui va arriver. Tu le disais tout à l'heure, mais là on sait, nous spectateurs, on sait qu'on voit des choses vraies pour au moins un tiers. Mais tout n'est pas vrai. Tout n'est pas forcément vrai. Bran avait des visions qui étaient des choses qui étaient vraies et d'autres qu'on avait par exemple mal interprétées. Tu vois, on voyait, il y a une vision où on voit le Night King au trône de fer. C'est jamais arrivé. Bah voilà. Donc en fait, il y a des choses qui sont... C'est aussi, les visions se servent aussi, notamment de la corneille, servent à prévenir. Alors en l'occurrence, là, ça n'est pas une vision de la corneille, mais voilà, enfin, on peut pas. Je veux pas trop en dire, mais tout ne peut pas se réaliser dans ces visions-là. Ça serait trop facile si, en fait, ils nous balançaient la fin de la série et qu'ils commençaient à ouvrir sur la suite, quoi. Quel est l'intérêt, quoi. Donc, il y aura des choses qui seront forcément différentes et il y aura des choses qui seront imagées.
Et du coup, le fait qu'il se noie, est-ce qu'il va vraiment se noyer, je sais pas. Est-ce que Alice et Elena, qui ont vraiment, visiblement, sont les espèces de serviteurs des anciens dieux ou des serviteurs de la corneille, j'en sais rien. Mais elles ont des places physiquement dans la mise en scène qui sont complètement... elles s'intervertissent parfaitement à certains moments. Et c'est très étonnant. Enfin, c'est... En plus, la manière dont elles sont filmées par la même lumière et tout, ça fait que leurs visages se ressemblent. Il y a vraiment... Enfin, on sent qu'elles sont des servantes vraiment de la même grande machine, quoi. Qu'en as-tu pensé? Oui. Bah, je pense que Alice et Elena sont des personnages qui sont intrigants. Après, on a un truc qu'avait dit Martin, et qui est vrai, et qui explique aussi pourquoi House of the Dragon dure aussi longtemps. C'est que Martin avait expliqué que la grande possibilité qu'offrait House of the Dragon par rapport à Game of Thrones, c'était que lui et les créateurs, et les scénaristes pouvaient utiliser donc House of the Dragon pour ajouter des éléments magiques qui avaient été squeezés, ou des idées qui avaient été squeezées par Weiss et Benioff sur Game of Thrones. Et on peut imaginer qu'il y aura des éléments magiques. On en parlera probablement dans la vidéo théorie sur la House of the Dragon, la suite. Donc voilà, moi j'aimerais faire un breaking news, parce qu'au moment où on enregistre la vidéo, il y a 2 énormes infos qui sont tombées sur la série. Une qui va me contredire sur ce que je disais tout à l'heure sur la saison 3, puisque Ryan Condal, le showrunner de la série, vient de s'exprimer sur le site américain Variety. Il a annoncé 2 trucs de ouf. La première, et c'est celle moins de ouf, c'est que la saison 3 aura 8 épisodes et non pas 10, et que cette fois c'est une décision, dit-il, qui vient directement de lui pour garder le rythme de la saison 2, et alors qu'on sait que c'est HBO qui avait imposé 8 au lieu de 10 à Condal pour la saison 2. Mais il a surtout annoncé un truc qui moi m'étonne beaucoup, et j'ai hâte d'avoir les raisons de ça, c'est que la série s'arrêtera avec la saison 4 et non pas avec la saison 5 comme c'était prévu initialement. Donc House of the Dragon s'arrêtera avec la saison 4 qui sera la dernière. Et la saison 3 est bien confirmée pour 2026. Voilà mon cher Greg pour le breaking news. Ça donne l'impression que la série marche pas tant que ça, et c'est vraiment dommage, quoi. Parce que la série marcherait comme GOT, ils diraient en fait on avait dit 5 saisons mais c'était pour rigoler, on en fait 8. Ils ont beaucoup de productions quand même lancées. Il y a donc Egg, le chevalier errant. En série live action, elles sont toujours prévues, la série sur Aegon le Conquérant. Il y a toujours la série 10 000 bateaux qui est prévue. Il y a une série pour l'instant qui est commandée dont on n'a aucune info. Pas de titre, pas de pitch, rien. Et il y a 4 séries animées qui sont commandées pour l'instant. Donc House of la franchise Game of Thrones est loin de s'arrêter. Peut-être aussi que Condal et HBO se sont rendus compte qu'ils tiraient un peu trop sur House of the Dragon, et que conclure en 2 saisons plus intenses permettrait de redynamiser un petit peu la franchise. En nous proposant des batailles de Maboule, quitte à ce qui est une saison de moins, mais qui est beaucoup plus d'argent sur la saison 3 et la saison 4. Voilà. Mais tu sais, vraiment, les lecteurs, c'est ce que je lisais à la fin de cet épisode final, avaient l'air de dire qu'on n'a littéralement rien vu pour l'instant de la Danse des Dragons. Donc si c'est le cas, tant mieux. Tant mieux. Alors là, on peut avoir 2 saisons complètement dingues. Le truc que je n'aimerais pas, c'est que les 2 saisons à venir soient rushées comme ça avait été le cas de la saison 7 et de la saison 8 de Game of Thrones. Surtout la 8. On repart dans le point par point, mon cher Greg. Et du coup, la scène suivante, celle-là, on en a déjà parlé, donc on va juste aller au but. Donc, c'est Aemon et Elena qui parlent. Moi, j'en retiens que quelques éléments. Le premier, c'est que elle dit qu'Aegon aura une victoire et sera sur un trône de bois. Je sais pas ce que tu en penses. Il y a des moments, en fait, quand elle dit ça, je me dis, oh, super, il va arrêter sur une chaise roulante.
Ce serait le pire trône de bois qu'on peut imaginer. Mais parce que je me suis dit, est-ce que, vu le délire qu'on a vu avant, je me suis dit, est-ce qu'en fait c'est lui qui va terminer Corneille, il va terminer sur un trône de bois. Enfin, je me suis posé la question. Et le truc, c'est que, mais sinon, il peut aussi, par plein d'actions très étranges, devenir aussi un dirigeant à Bravos. Ça pourrait être marrant. Je sais pas si toi tu as des théories sur ça. Et l'autre point, avant de te redonner la parole, mon cher Kerr, c'est bon, il incite Elena à partir. Il comprend à ce moment-là qu'elle voit tout, qu'elle n'a pas besoin d'être là, qu'elle voit des moments du futur, des moments du passé, qu'elle voit. Donc là, est-ce qu'il va en faire un élément stratégique? Nous verrons. Et le dernier point. Ouais, je pense que vraiment le truc qui est très important dans cette scène, c'est que elle lui dit clairement qu'elle sait ce qu'il a fait à Aegon. Et ça, c'est quand même marquant. Et Aemon est très touché par les propos de sa sœur. Il a les larmes aux yeux, à l'œil. Et c'est une scène qui est marquante à ce niveau-là. Et tout à fait. Et en plus, elle lui annonce sa mort. Elle dit tu vas disparaître tu vas être englouti par l'œil Dieu. Donc ça c'est pareil, nous en parlerons dans la vidéo théorie parce qu'il y a plein de choses à dire. La scène suivante est encore une fois des plans assez jolis sur Harrenhal, et je l'ai juste noté pourquoi, parce que Kerr parlait de la musique. Ce moment à 46 minutes d'épisode, j'ai trouvé la musique extrêmement réussi, on l'a senti vraiment parfaitement. Kerr, parle-nous de la scène de retrouvailles entre Rhaenyra et Daemon. Alors déjà, on apprend quelque chose que j'ai trouvé très bien, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup depuis le début de cette saison 2, c'est que c'est Sir Simon qui prévient Rhaenyra de la trahison d'Alfred et potentiellement de Daemon, que Daemon donc lève une armée, mais que Alfred l'a trahi. Donc ça, j'ai trouvé ça chouette de la part de Sir Simon, qui est vraiment un personnage très réussi dans cette saison. C'est un bon gars, moi, Simon. Ce que j'ai trouvé, Simon, c'est un gars sûr, c'est un gars fiable. Tout à fait, mais qui est aux côtés de Daemon tout le temps, et qui surtout essaye de maintenir Daemon dans le droit chemin, et s'inquiète très souvent pour lui au cours de cette saison. Il y a un truc qui est marquant, il vit sur une tanière de champignons hallucinogènes, et lui il a pas une vision, quoi. Lui il est tranquille. Ouais. Bah, il a les pieds sur terre. On a l'arrivée de Rhaenyra et d'Adam, mais Fumée des mers reste en hauteur. Et on avait dit qu'on parlait pas des mers, je rappelle. C'est la menace très clairement affichée de Fumée des mers, mais Rhaenyra n'a même pas besoin de ça, parce qu'en fait, quand elle rentre dans la salle où il y a tous les chevaliers, dont Daemon, alors Daemon est en retrait, mais on sait qu'il est dans le coin. En fait, là, je me dis, mais elle prend un risque de Maboule, mais pas du tout. Son dragon, en fait, vu qu'il n'y a pas de toit à Harrenhal parce qu'il y a eu des problèmes de fuite, l'histoire, c'est Bellarion qui a tout cramé à l'époque d'Aran le Noir. Mais le truc, c'est que le dragon de Rhaenyra la protège, mais vraiment, là, c'est silence complet, quoi. Dès que le dragon est là et la reine rentre, silence complet. Et donc là, on arrive à ce face-à-face Daemon-Rhaenyra avec quelque chose déjà qui est important, qui est une nouveauté dans House of the Dragon, c'est que Daemon parle tout de suite de la menace des marcheurs blancs. C'est quelque chose qui n'est pas dans les livres, puisqu'en fait le Fire and Blood parle vraiment de la dynastie des Targaryens et pas de la chanson de la glace et du feu. Il parle d'une première bataille. Quand il lui parle de bataille à venir, il parle bien évidemment du Night King. Donc ça, j'ai trouvé important, et ça rajoute du crédit au fait que potentiellement dans House of the Dragon, il peut peut-être y avoir quelque chose avec les marchands blancs plus tard. Quand Daemon se met à genoux devant sa reine, il le fait parce qu'il comprend qu'il y a une plus grande menace, et aussi il se rappelle que finalement son frère l'avait choisi, elle, et c'est tout le cheminement de Daemon dans cette saison à Harrenhal, où il hésite
entre prendre le pouvoir, la culpabilité qu'il a vis-à-vis de son frère, vis-à-vis de Rhaenyra, pour arriver exactement à ce qu'on imaginait, c'est-à-dire, en tout cas ce que moi j'imaginais, c'est Daemon qui fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il se soulève contre son frère plus ou moins, mais au début dans le premier épisode de la série, mais il le trahit pas. Plus tard, il revient, c'est lui qui ramasse la couronne et qui l'aide à aller sur le trône. Il est tout le temps là pour Rhaenyra. Bon, il s'enfuit là dans cette saison 2, une sorte de voyage initiatique. Mais au final, il est exactement à l'endroit où on attend qu'il soit, c'est-à-dire à côté de Rhaenyra et respecter les vœux de son frère. Il revient, comme à chaque fois, vers ses devoirs. Et il dit un truc qui est très important, c'est qu'il reconnaît qu'il a essayé de la quitter, mais qu'il ne l'a pas pu. Et j'ai trouvé cette scène très réussie. Bah écoute, t'as bien raison. Moi j'ai trouvé que vraiment Matt Smith sur cette scène, je me suis dit, là tu vois, c'est le moment dans House of the Dragon où il est au-dessus de quand il jouait dans Morbius. Parce que dans Morbius, tu vois, il avait des vraies scènes de jeu. Et là, il est vraiment. Je l'ai trouvé meilleur. Cette scène, c'est le moment où il dépasse. Il dépasse le film du MCU Sony. Mais du coup, sans plaisanter, je vois que Kerr ne voit même pas de quel film je parle. C'est le film avec des vampires très mauvais. Mais Matt Smith, c'est toujours très bon. Même dans Morbius, il arrive à être bon. Dans certaines scènes. Non mais enfin ouais, bon là en tout cas il est excellent. La scène elle est géniale, elle est hyper inspirante et tout. Et du coup j'ai trouvé que elle marchait extrêmement bien. Et enfin Daemon l'illuminé quoi, Daemon qui a trouvé la vision. C'est un tournant scénaristique effectivement. Sans une saison où il se met à triper de fou, on aurait eu du mal à la voir venir quoi. On enchaîne avec la scène avec Corlys et Aline, scène qui est pour le coup d'un point de vue jeu d'acteur, d'un point de vue personnage, je l'ai trouvé extrêmement, elle est vraiment poignante, avec vraiment Aline qui dit, alors je crois qu'en français on dit Alan, qui Alan. Est très, c'est Alan et Adam en français, qui est juste, en fait, un enfant abandonné. J'ai du mal à... on peut imaginer que du coup, il recherche l'affection de son père pour toujours et tout, mais celui qui a galéré, le grand frère des deux, qui a dû affronter la famine, le machin, qu'il ait du ressentiment pour son père et que ce soit pas un truc facile, c'est... la scène, elle est vraiment chouette, elle est vraiment bien jouée. Et du coup, on voit qu'il n'agit que par devoir. Oui, et on voit Corlys qui est un personnage qui est plutôt un personnage bon et tout, mais petit à petit on se rend compte de tout le fait qu'il tirait tout à lui, c'est-à-dire qu'on voyait des moments où il était pas là pendant plusieurs épisodes parce que il était présent avec sa femme, et globalement lui ce qui l'intéressait c'était de découvrir des trucs avec son bateau, de découvrir des nouvelles zones, d'ouvrir des nouvelles routes commerciales, et puis c'est tout. Et en fait tout ça, c'est la face cachée de Corlys, ou en tout cas celle qui était moins facile d'accès. On s'en rend vraiment compte et on comprend la haine qu'a Aline, et qui est un personnage qui, du coup, petit à petit, du mec du fond à aujourd'hui, est quand même vachement développé et intéressant sur cette saison 2. Moi, j'aimerais juste rajouter un truc sur Corlys. Je trouve que c'est un des personnages les mieux travaillés, les mieux nuancés de la saison 2. Il l'était beaucoup moins dans la saison 1. Là, c'est vraiment un bon personnage, et ça permet à l'acteur aussi de montrer un vrai talent. Donc ça, c'est très chouette. On part à Père Dragon parce que là, on arrive sur une scène majeure. On arrive sur la scène de Rhaenyra Alicent. Alors, il y a un truc avant Rhaenyra Alicent, c'est que Mysaria rediscute avec Rhaenyra, l'encourage de nouveau. On notera quand même qu'il y a plus du tout eu de rapprochement entre les deux personnages, ce qui quand même renforce l'idée que le rapprochement entre les deux était lié à ce que venait de raconter Mysaria et la situation d'extrême solitude qu'avait Rhaenyra, plus que le développement, l'émergence d'un amour entre les deux personnages. C'était, je pense, la rencontre éphémère, contextuelle de deux personnages qui a expliqué ce baiser, cette attirance momentanée.
Mais toujours est-il qu'en pleine nuit, on a Alicent qui débarque. Donc c'est un peu l'écho de Rhaenyra qui débarque auprès de Alicent quand elle prie. Là, on a Alicent qui débarque à Pendragon pour voir Rhaenyra. On voit que dans cette scène, Rhaenyra a beaucoup de mal à être sensible au discours d'Alicent, qui elle est là vraiment pour faire amende honorable. Rhaenyra dit un peu de manière ironique, tu es là pour trouver l'absolution. Il y a un truc que dit Alicent dans cette scène que j'ai trouvé très important, et c'est bien qu'elle le dise, c'est qu'elle a toujours eu de l'affection pour Viserys, mais que Viserys n'a aimé qu'une seule personne, qui est la mère de Rhaenyra, et on a cette révélation du plan d'Alicent, c'est-à-dire quand Aemon sera parti à Harrenhal. Donc déjà, première info, Alicent dit clairement à Rhaenyra que Aemon part à Harrenhal, donc potentiellement Rhaenyra peut prévenir Harrenhal de l'arrivée prochaine d'Aemon et mieux se protéger. Donc Alicent, d'une certaine manière, met en péril la réussite et de Aemon et de Cole également, et de son frère, donc il y a un sacrifice qui est quand même important de sa part. Et l'autre élément, c'est qu'elle explique que comme Aemon ne sera plus là et que Aegon est pas apte à régner, parce qu'en plus elle ne sait pas à ce moment-là qu'il se barre dans une calèche, c'est Hélènia qui a le pouvoir théoriquement à Port-Réal, et qu'elle déposera les armes si Rhaenyra vient. Donc là, il y a vraiment plus qu'une main tendue vers Rhaenyra, c'est une main tendue d'une mère vers une autre mère, c'est la main tendue d'une amie vers une amie, parce qu'elles étaient très proches dans la saison 1. Même moi je pense que dans la manière dont les scènes sont tournées dans la saison 1, il y avait aussi une forme d'amour entre les deux personnages. Alors en anglais, je sais pas comment en français, mais en anglais elle dit tu m'aimais, tu avais de l'amour pour moi, ce qu'on pourrait traduire par de l'affection ou de l'amour, de la manière dont c'est dit. Et les actrices ont dit qu'elles faisaient exprès de jouer à la saison précédente comme s'il y avait une tension sensuelle entre les deux. Oui, mais c'est évident. C'est évident, et de toute façon dans les livres Rhaenyra, il y a c'est pas dit clairement, mais c'est sous-entendu qu'elle est bisexuelle, donc il y aurait rien d'incohérent et dans la relation qu'elle a avec Alicent plus jeune. On a quand même dans cette scène le fait que Alicent défend encore Aegon, mais qu'elle est obligée de le sacrifier, et il y a cette phrase qui était c'est marrant parce qu'elle est dans le dernier épisode de la saison, et c'était le titre du premier épisode de la saison, quand elle dit fils pour fils, et elle cède Alicent. C'est là où c'est étonnant, et c'est à la fin de cette scène que commence ce morceau au piano qui va accompagner jusqu'à la fin de l'épisode, qui est un morceau de Ramin Djawadi qui est très réussi. T'en penses quoi, toi, de cette scène rencontre Rhaenyra Alicent que je n'ai pas dit? Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, et pour ma part, j'avais déjà parlé de cette scène plus tôt. Du coup, je vous propose qu'on passe à la Plutôt suite. Qui est le chien de Mickey, hein. Quand même, il faut le préciser. Merci à toi pour cette joyeuse galéjade. Est-ce que tu permets que je fasse la fin? Vas-y si tu veux, avec grand plaisir. Alors, la fin est donc l'élément qui nous a tous déroutés. Alors moi, là, à ce moment, à la fin, quand on a le début de la scène au piano et qu'on comprend qu'il y a eu la rencontre Rhaenyra Alicent, moi j'ai appuyé sur pause pour voir combien de temps il restait, et là je me suis dit ok, c'est la douille, ils vont nous introduire à la saison 3, et dans moins de 5 minutes je pleure de désarroi. C'est arrivé, mais alors par contre qu'est-ce qu'il balance comme élément? On prépare complètement la bataille, on revoit les dragonniers, on a Alicent qui repart, on a Rhaena qui court vers le dragon, donc là on l'a déjà évoqué. On a les armées de la tour, ça tu voudras en parler, mais c'est très très loin d'être anecdotique, puisque la tour, donc l'emblème de la tour, c'est les Hightower, et le bonhomme qui est sur le dragon bleu, je te laisserai dire qui est tout à l'heure. C'est Daeron, hein, je vais juste... c'est Daeron, on l'a déjà dit, donc, qui est le fils Daeron, qui est donc le fils de la daronne Alicent, et son dragon, qui est un dragon jeune, mais qui est en capacité de combattre, c'est Tessarion, aussi appelé la Reine Bleue. Voilà, tout à fait. Et ils l'ont appelé la Reine Bleue parce que, figurez-vous qu'il est bleu.
on voit aussi les Stark. Il n'est et pas alors, c'est marrant parce que quand on voit le Seigneur Stark dans le premier épisode de la saison, il avait été annoncé officiellement qu'on ne le reverrait plus de la saison. Et dans le trailer, on revoyait les emblèmes Stark. Et du coup, tous les médias qui suivent un peu les séries, qui parlent d'House of the Dragon ou qui sont carrément focus sur House of the Dragon et l'univers de Martin, avaient dit finalement, on va revoir le Seigneur Stark. Pas du tout. On voit juste l'emblème des Stark qui arrive. On voit aussi l'emblème des Lannister. Donc, on a l'armée des Lannister, donc du frère qui lui n'est pas en mer. On a aussi le Lannister avec sa flotte, ce qui fait énormément écho, je trouve, au déplacement des armées de Daenerys à la fin de saison, quand elle est avec Varys, Tyrion et compagnie, et qu'elle a sa flotte pour aller à Westeros. On a Alan et Corlys qui vont leur faire face. On a Otto qui est emprisonné, on ne sait pas où il est. On a vraiment un mitraillage d'informations dans cette scène-là qui est intéressante. Et puis on a la révélation quand même que Larys et Aegon s'enfuient. Et on termine cette saison sur le double plan des reines, Alicent et Rhaenyra. Un double plan qui est très réussi, je trouve, mais qui... au final, on a une scène qui est tellement frustrante parce qu'elle nous prépare absolument à tout. On voit il va y avoir une bataille à Harrenhal. On a les différents dragonniers qui sont là. On a les forces terrestres qui se déplacent. On sait que les Stark se déplacent. On sait que les Lannister arrivent à Harrenhal. On sait que Daemon et Rhaenyra ont leurs troupes terrestres à Harrenhal. On a aussi et surtout un élément qui est très important et qui est vraiment développé dans cet épisode et qui l'était beaucoup moins dans les épisodes précédents parce qu'on parlait que de blocus. Mais là, on sait que vraiment il va y avoir un face-to-face entre deux flottes qui vont être vénères. Donc la flotte des Lannister et la flotte de Corlys. D'ailleurs, j'ai peur, mais ça je n'ai pas l'info, donc vraiment c'est mon avis, mais j'ai peur que le fait d'avoir renommé son bateau d'une si belle manière, la reine qui ne fut jamais, ça soit aussi pour Corlys une manière de montrer que ça va être un tombeau, son bateau, ce qui m'embêterait beaucoup. On a le doute autour de Rhaena, est-ce qu'elle va avoir ce dragon ou pas, quel est ce dragon, est-ce que le dragon va la bouffer ou pas, on verra. Qui a emprisonné Otto, qu'est-ce qui va se passer pour Larys et Aegon. Enfin vraiment, il y a une ouverture énorme. Pour Otto, il nous parle quand même régulièrement du fait que les Bigsby, donc qui est la faction qui est à côté des Hautes Tours, qui est connue comme étant assez vénère militairement, s'est mis à faire ils disent, mais est-ce que Otto n'a pas été emprisonné par les Bigsby? Je crois que c'était à deux épisodes, puisque le Bigsby, c'est la famille qui se fait éclater la tête par Cole quand il y a la prise de pouvoir. Donc on peut imaginer... Avec la petite boule. Ouais. Avec la petite boule, ouais. Et donc on peut imaginer que, puisque c'est la théorie qui est émise par la série, qu'il est effectivement capturé par les Bigsby. Après, dans la vidéo théorie, c'est intéressant, il pourrait y en avoir d'autres. Il pourrait y en avoir d'autres. Ça pourrait être un gros coup de théâtre de Larys. Enfin, tu vois, on peut imaginer. Gardons les théories pour la vidéo théorie. Mais le choix le plus logique, c'est ça, effectivement. Et tu parles des forces de Lannister contre les Velaryon, mais en fait, dans l'épisode, on voit les forces de la triarchie qui sont menées par Lothar et Thaïlande. Mais à un moment, il nous avait aussi dit qu'il y avait des bateaux Lannister qui allaient au contact avec. Donc en fait, les troupes de Velaryon vont se retrouver normalement pris en tenaille parce qu'en fait, comme ils sont en train de faire un blocus, ils vont avoir les gens qui essayent de sortir et les gens qui essayent de rentrer. Bon bah écoute mon cher Kerr, je suis content, on a réussi à bien résumer un peu nos pensées. J'avais peur que pas la plus vidéo de 20 minutes, dépasse... on avait dit pas plus de 20 minutes. Voilà, et je t'avais dit, mais si elle dépasse plus de 30 minutes, c'est moi qui t'offre le prochain McDo. Et voilà, du coup j'ai perdu les 6,50€ du Happy Meal de Kerr. Mais bon, la vie est comme ça. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ne serait-ce que pour la performance athlétique. J'ai envie de dire, il n'y a pas que les athlètes olympiques qui vont mouiller la chemise. On s'est dit là, nous, c'est House of the Dragon. On va essayer de faire notre record mondial. C'est qu'il y a très peu d'athlètes olympiques qui sont en chemise.
Et bah nous non plus, hein. On n'est pas là sur la chemise. Et du coup, le truc c'est que alors, je sais pas si on vise la médaille de bronze, d'argent ou d'or, ou tu sais, celle qui est juste en chocolat pour dire merci d'avoir participé. Mais en tout cas, ça nous a fait plaisir d'être là avec vous, de suivre la série, et j'ai très très hâte de vous faire la petite vidéo de théorie parce que on en a quelques-unes assez cool. Mon cher Kerr, tu m'avais dit le mot de la fin, j'ai envie de te le renvoyer. Valar Morghulis, ça fait longtemps qu'on l'avait pas faite celle-là. Valar Morghulis ? Ouais, très bien. Très bien, Des bisous petit à Valar tous. Morghulis. Allez, ciao. Ciao, ciao.